Bonjour et bienvenue dans le Trading Point, l'émission qui vous simplifie le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Phil, Baptiste, Jean-Luc et moi-même Quentin, votre fidèle équipe, et sans oublier nos invités spéciaux de cette semaine, Flo et Manu de Langue de Geek, qui je laisse se présenter tout de suite. Eh bien, le bonsoir tout le monde. Moi, c'est Flo, 31 ans, et je suis le gros geek de la team Langue de Geek. En fait, j'analyse technologiquement les coins, et puis je fais les émissions, justement, les lives tous les mercredis, avec Manu, justement. Bah, vas-y, Manu, présente-toi. Donc moi, Manu, donc de Langue de Geek, donc le gestionnaire YouTube de la chaîne, donc à savoir qu'elle n'est pas seulement consacrée aux crypto-monnaies par le live hebdomadaire que je fais avec Flo, mais également quelques vidéos techniques, à savoir sur typiquement les box internet, du codage SSD ou Google Home qui a eu son petit succès personnel là-dessus sur YouTube. Eh ben au top, moi, je vais présenter gentiment le sommaire de cette semaine. Alors aujourd'hui, on va voir dans un premier temps question qui me semble assez importante. Comment gérer les gains? Toujours question émotionnelle. C'est vrai qu'on ne sait jamais. Est-ce qu'on doit couper ou non? Est-ce que ça va aller plus loin ou pas? On va passer après sur les tendances générales du marché crypto. Qu'est-ce qui pourrait potentiellement se passer? C'est vrai qu'on est assez, on se demande un peu en ce moment qu'est-ce qui peut arriver. Un petit point trade sur les marchés financiers, quelques actus. Et le grand débat de ce soir, donc ce sera vraiment concentré sur l'actualité crypto. On va parler un petit peu shitcoin, on va parler aussi un petit peu de shitICO, et on va prendre un petit peu le temps de discuter un peu de tout l'écosystème crypto. Et du coup, avec Flo et Manu, et je propose qu'on commence de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, Pas quand de tu veux. souci. Eh ben c'est parti. Alors ma grande première question, et ça va être surtout dirigé vers toi Phil et toi Jean-Luc, comment on fait pour gérer les gains? Parce que c'est vrai qu'on arrive à un point des fois, déjà, premièrement, il faut être en gain, c'est la première étape, et c'est déjà pas mal. Et comment on sait qu'on doit couper? Est-ce qu'on c'est maintenu dans le plan de trade aussi, si je ne me trompe pas? Je vous laisse la parole. Peut-être, vas-y, commence, Jean-Luc, fais-toi plaisir. Ben, moi, plutôt, c'était en général, j'ai plutôt l'habitude de gérer mes pertes, mais gérer les gains, c'est bien aussi. J'encaisse et je vais m'acheter des trottinettes électriques quand j'ai des gains. Non, non. Euh, Mis à part ça, ça dépend sur quelle unité de temps je travaillais, quels étaient les objectifs que je voulais travailler. Est-ce que je fais un trade intraday ou un trade plutôt swing moyen long terme? Ça dépend de la position. La position, elle se travaille, elle s'allège, elle se renforce. Ensuite, ben, on peut avoir des points de divergence sur des résistances, on allège, on renforce, etc. etc. C'est un peu feeling. Enfin, au départ, il y a une structure de trade, de plan de trade. Et ensuite, quand on est en gain, eh bien, on peut engranger des noisettes, mettre de côté, alléger, renforcer la position. Puis ça dépend le temps qu'on avait devant les écrans, quel était le plan de trade en général. Ouais, moi je suis plutôt d'accord, je vois pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que ça dépend l'objectif du trade. Il y a les trades qu'on va dire spéculatifs où l'objectif c'est vraiment de récupérer un mouvement de prix point A, point B. Et là, dans ce cas-là, quand on arrive au point B, l'objectif c'est pas de savoir s'il y aura un point C. L'objectif c'était point A, point B, on sort et on se pose pas plus de questions que ça. Après, il y a les trades un peu opportunistes en suivi de tendance où là, bah, au final, on essaie de suivre une tendance sans vraiment réellement savoir jusqu'où elle pourra aller. Bon, moi j'appelle ça le trading d'opportunisme. Après, encore une fois, ça peut très bien fonctionner. Et dans ce cas-là, on utilise soit les stop suiveurs pour protéger le solde de la position et on garde un petit reliquat qu'on laisse filer sans trop jamais vraiment savoir jusqu'où ça ira. Moi, je suis pas adepte de ce type de trading-là, mais je le comprends et ça, effectivement, ça fonctionne. Mais c'est un peu propre à chacun. Voilà, gérer son gain, c'est un peu, ça revient à gérer son risque en fait, de toute façon. Mais effectivement, dans ce cas-là, c'est propre à tous les profils de traders. Il y en a pas deux qui ont le même money management. Donc là, c'est vrai que donner un cadre pour dire il faut faire comme ça, c'est un peu trop directif à mon goût, quoi. Et par exemple, dans mon cas, je faisais régulièrement, j'ai arrêté pour le moment, mais je faisais régulièrement du trade long ou short classique, vraiment en daily. Donc, et il y a des moments, arriver des gros dumps, on sait que ça peut aller plus loin. On a envie de couper parce qu'on fait par exemple, enfin, là je vais parler vraiment dans le cadre des cryptos parce que
Je sais pas si ça arrive entre guillemets fréquemment dans les marchés, sur les marchés classiques. J'arrivais des fois, en quelques minutes, je posais un trade et j'arrivais, ouais, quelques minutes, quelques heures, à du plus 10%. On est persuadé que ça va aller plus bas, on sait que ça va encore descendre, mais 10%. Franchement, 10%, c'est déjà génial, mais on sait que ça. Comment on réagit dans ces situations-là? Est-ce qu'on se dit, bah, 10%, c'est bien, j'ai fait ma journée, on stoppe là? Ou est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Quelle est la meilleure solution, peut-être? Bah, c'était quoi ton Le- plan, tout simplement? Si ton plan c'était 10%, tu sors, point. Si ton plan c'était 20, bah, t'abaisses ton stop et t'attends. Moi, j'aime bien ne pas rester longtemps sur le marché, ne pas être trop exposé. Quand ça donne vite, rapidement, j'aime bien faire des hold-up, c'est-à-dire merci, merci, au revoir, et je vais à la plage. J'aime bien quand mon plan de trade est exécuté rapidement. Eh bien, je sors, je suis plus exposé, je suis tranquille, je suis détendu, j'ai fait mon gain, j'ai fait un Si bon si travail et je vais à c'était la plage. l'objectif. Après, Oui, l'erreur c'était à pas l'objectif. commettre, et ça, c'est le biais du débutant qu'on connaît et que tous les formateurs vous vendront 15 000 fois, c'est justement de couper ses gains alors qu'au final, on a assumé le risque qui aurait pu être associé à la perte. Donc, si quand les pertes arrivent, tu les prends à plein pot et quand tes gains arrivent, tu prends la moitié et le reste, tu le laisses au marché, au final, tu n'as pas du tout un money management comme tu le prépares, puisque si tu coupes la moitié de tes gains et que tu laisses filer tes pertes, tu as ce bon vieux buret de trading du débutant qui justement ne déclenche pas ses stop loss ou les repousse indéfiniment et qui malheureusement, quand il met un TP pour récupérer son gain, va récupérer son gain manuellement avec les clics en cours de route avant d'arriver à même la moitié de la target, alors qu'à la fin, le trade va y arriver. Et encore une fois, devant, tu as assumé un risque que tu avais monétisé dans ton money management, mais tu ne récupères pas le gain qui est associé au risque. Donc ça, à long terme, mécaniquement, ça te tue un compte, parce que quand tu prends des pertes, tu les prends plein pot, et quand tu prends les gains, tu récupères que la moitié, quoi. Les meilleures sorties de position, en général, elles se font dans le centre du mouvement que tu es en train de travailler. Par exemple, on est en train de travailler un cadrage 60 minutes, on va dire. Il y a une vitesse, une certaine vitesse de travail, et d'un coup, le marché, il accélère très très fort dans ton sens et il exagère par rapport au mouvement que tu étais en train de travailler. Oui, mais normalement, ils En doivent venir général, chercher les objectifs, quoi. voilà, c'est les meilleures sorties de position. Mais c'est vrai qu'en crypto, des fois, Oui, tu as des trucs aberrants, tu as des 25%. Alors là, il faut les gérer au cas par cas. C'est oui, surtout c'est vrai. de ça que je voulais parler, parce que justement, des fois, ça m'est arrivé instantanément. Je me souviens, c'était quand? C'était rien que ça, c'était le Quantum où je me suis beaucoup amusé sur le Sentiment aussi à l'époque. Mais le Qtum, excusez-moi pour la prononciation, c'est certain. Ouais. Non, parce qu'il Euh, faut savoir que Quantum existe aussi, hein. C'est ouais, deux monnaies différentes. c'est pour ça, je voulais pas semer le doute. Mais quand il passe, je sais pas, une vingtaine de dollars et d'un coup il se met à monter en ligne droite, au final j'ai coupé assez rapidement la position à 5%. Et ben, j'aurais pas dû. Et d'autres Après, on avec peut des. la fractionner. Tu peux la fractionner, tu peux alléger de 25%, 50% ou de 75% et de laisser courir au maximum. Tu lui colles à la culotte, comme on dit, et tu essayes au mieux de sortir dans une exagération et de chercher quelque chose qui pourrait sembler être un top ou une Ouais, bon, exagération dans le après, sens de du toute mouvement qui est façon, travaillé. si tu as Mais un c'est pas truc qui facile. fait x5 en quelques minutes, ça n'a rien à voir avec du trading. Là, c'est que tu as Ouais. fait un pari et tu as bien misé, point barre. Mais c'est pas du trading. Un truc qui fait x5 en 5 minutes, c'est juste. Soit tu as bien C'est des misé, tu as cadeaux. fait un investissement, mais ça, c'est pas du trading. Tu peux pas. C'est deux choses complètement différentes, là. Mais faut pas s'en vouloir de pas avoir le top, hein. Moi, en général, ce que je fais, Ouais. c'est par palier. Tu vois, quand tu as la monnaie justement qui fait 50% x2, x5, voire x10 en 10 minutes, j'en vends un petit peu à x2, j'en vends un petit peu à x3, un petit peu à x5. Tu vois, et je mets quelques paliers quand même pour récupérer un maximum de gains parce qu'on n'est jamais sûr. Mais des fois, ça monte très vite et ça descend très vite, hein. On a eu l'exemple du Verge il y a peu de temps quand ils ont annoncé leur partenariat avec Pornhub. C'est monté très vite, c'est descendu très vite. Et justement, Surtout toi. Mais, et puis surtout, bien régler les stops. Pas comme ça. Moi, je pense qu'en décembre, j'étais encore vraiment ultra amateur, ultra débutant. Que je suis encore, hein, quand je vous écoute. C'est vraiment du plaisir à écouter comment vous en parlez. Et je me retrouve dans tout ce que clairement, j'arrive pas encore à faire. En allant un petit peu dans tous les sens et en faisant l'abatteur sur pas mal de trades. Mais clairement, en décembre, on a regardé monter et puis on a regardé descendre, quoi. Et je pense que pas mal de gens ont un petit peu fait ça. Alors, j'ai réussi à me contenir pour ne pas attendre la remontée maintenant au mois de mai.
pour aller récupérer quelques positions. Mais effectivement, en décembre, si j'avais eu des bons conseils, je pense que je me serais fait très 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 plaisir. Ah bah, Comme beaucoup de monde. là, vu la tronche croquignolesque de décembre, En forcément. décembre, en décembre, pour apprendre, il faut avouer que c'était pas facile puisque tu fermais les yeux, tu regardais Nabila à la télé et tu faisais du x5. Donc, c'était pas facile de respecter les règles et de ne pas faire n'importe quoi. Mais il Si faut t'as pas pas s'essaler dans les sentiments. Le trading, tu n'as pas de sentiments à avoir quand tu trades, quoi. Tu te crées une stratégie avant de trader et tu suis ta stratégie en fonction de ton risque et ton money management. Mais tu peux pas aller plus loin, quoi. Enfin, il faut surtout pas changer de stratégie en cours de route. C'est Moi, la porte ouverte aux erreurs. ce qui a été le plus impressionnant, je trouve, pour moi, en tant que débutant, c'est la, la non-sensation de miser de plus en plus, en fait, avec le gain et de perdre ce rapport à l'argent et à la grosse mise où au début, tu mets des 5, 10, 15, 20 euros et ça te fait quelque chose, puis passer à 50, puis passer à 100, 200, 500, 1000 et ne plus rien sentir en quelques semaines quand tu commences à les déposer parce que tu es dans l'euphorie générale. Et ça, c'est assez dangereux et je pense que ça aurait pu continuer encore plus haut jusqu'à à faire de sacrés dégâts. Ouais. Ah bah, Non, c'est clairement. important ce que dit Manu. C'est vrai qu'il y a deux positions dans la prise de gain. Et les personnes comme Jean-Luc ou Phil qui sont eux traders, mais dans la crypto, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées, comme tu dis, septembre, octobre, novembre, décembre, qui n'étaient pas des traders du tout. Et donc là, la prise de gain était totalement différente, quoi. Et comme tu dis, il y a eu une euphorie, une espèce de FOMO où les gens n'ont pas du tout su gérer leur argent. On a eu des personnes, comme tu dis, qui sont arrivées avec 20, 40 euros, qui ont fait des x10, x20 sur leur portefeuille, quoi. Et donc là, la Ah, prise ils de ont gain fait est zéro totalement à la fin différente. quand même, hein. C'est sûr. Bah, comme tout à l'heure. Donc, si tu veux, pour moi, c'est la finalité qui est importante. Pas Je- comment t'es arrivé au bout du chemin. C'est pour ça que, comme tu dis, c'est très important de savoir faire un très bon management de ses risques, un très bon money management, placer des stop loss, des take profit, tout en suivant ses stratégies. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui avaient des stratégies de trading à l'époque, quoi. Moi, il y en a une qui fonctionne bien, pour moi en tout cas, c'est t'achètes en horizontal, tu revends en vertical, t'achètes plein de monnaie, dès qu'il y en a une qui monte, tu la revends. Et tu continues comme ça, et au final, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de monnaies qui font des pumps justement. Et au final, au fur et à mesure, eh ben, tu te tapes 20% par-ci, 10% par-là, 30% par-là. Et en plus de ça, quand tu as pas mal de monnaie, dans mon portefeuille, j'en ai pas mal. Et quand il y en a une qui baisse, bah, tu le sens pas vraiment parce qu'il y a les autres qui compensent, quoi. Alors, Mais ça je, t'apporte une je- résilience. je me permets de toujours dire deux choses. On ne fait pas de conseils d'investissement. Jamais. Voilà, je tiens toujours à le dire. Et deuxième chose, c'est fais attention au flow parce que c'est vrai que ça s'apparente un petit peu à du gambling. Tu misais un petit peu sur des shitcoins qui d'ailleurs vont être un petit peu le Ouais. débat de ce soir. Un petit peu au feeling, est-ce que ça monte, ça baisse? Alors, c'est une technique qui peut vraiment payer, surtout dans le monde des cryptos, mais elle est très 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 dangereuse parce que ça peut Alors, rester à zéro. au-delà de ça, moi, il y a aussi une autre technique. Bon, là, on est justement sur une émission de trading. Moi, je suis quelque part ici, je suis un peu l'ovni du coup, parce qu'en fait, je fais très très peu de trades au final. Et je me sers des autres techniques de la crypto, le mining, le stake, le masternode et tout ça pour générer de la valeur en fait. Et donc, du coup, moi, le trading, j'en fais un petit peu, mais voilà quoi, je connais On les ne bases parle et puis ça me pas, suffit. on ne parle pas que de trade sur le trading point. Bon, ça va. C'est important, mais il faut être ouvert à tout. Et il y en a l'actualité du monde des cryptos, tout ce qui est shitcoin, ça va être un petit peu détente ce soir. C'est shitcoin, shitICO. Ouais, mais justement, moi, j'aime bien ce terme de shitcoin parce qu'en fait, tu peux tout y mettre et rien y mettre à la fois. Et c'est quelque chose qui est Alors, énorme. je peux te proposer quelque chose, c'est qu'on revienne sur tout ça pendant notre débat. Et ce que je vous Ok. propose, c'est de passer directement un peu à la tendance générale du marché crypto, Bitcoin, les alts. Enfin, maintenant, je pense qu'on pourrait dire Bitcoin, Ethereum et les alts. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y aura un début de quelque chose. Alors, pour toi, tu considères pas l'Ethereum comme un altcoin, déjà? De moins en moins. De moins en moins. Donc, je pense qu'il y a C'est un déjà écosystème, c'est un écosystème à part entière, l'Ethereum, comme tu dis. C'est vrai Ouais. qu'il a été considéré comme un alt auparavant. Il a vraiment une place forte. Il y a vraiment le côté de Bitcoin qui est une valeur référence, un peu comme l'or, qui s'indexe dessus. Et l'Ethereum qui est vraiment tout l'écosystème avec les dApps, avec les smart contracts. C'est plus considérable comme un alt où les alts sont vraiment sur les marchés de niche, quoi. Et puis c'est le support des ICO surtout. Exactement. La plupart des ICO, ouais, sont basés sur le RC20 d'Ethereum, c'est clair. Ah bah faire un token, ça prend 30 minutes de montre en main, donc c'est clair que c'est facile. Alors, Je pense Waves,
qu'on peut tous se mettre d'accord, on peut tous se mettre d'accord en ce moment, c'est que pour l'instant, on est revenu en mode billard. Je pense qu'au vu de ce qui s'est passé la semaine dernière, on s'attendait. Alors personnellement, je m'attendais à briquer les supports plutôt que ça, mais pour l'instant, un petit retour sur une résistance. Il faut savoir que plus c'est lent, malheureusement, plus si ça tombe, ça risque d'être violent. C'est ce qu'on appelle l'accumulation, c'est avant la distribution. C'est-à-dire que là, si jamais ça doit distribuer à la baisse, c'est le support, sous le support qu'on est en train de former, que ça va déclencher. C'est-à-dire que derrière, si ceux qui ont pour stratégie d'aller acheter vers les 6005, 7000, malheureusement, non. Plus on accumule, si on part en distribution baissière derrière, ça va durer un moment. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Tout comme si on distribue à la hausse, je pense que ça pourra tenir un bon moment. Donc vous voulez dire que là, ça va continuer à baisser, donc ça va être bientôt les soldes pour acheter des altes. Moi, j'en sais rien. Encore une fois, là, on est sur une zone, on est sur un support. Tant qu'il n'a pas cédé, pour moi, il n'y a pas non plus d'installation de la tendance baissière. Mais il est sûr que moi, de mon côté, je vois plus de chances d'aller au sud qu'au nord. Maintenant, tant qu'on ne pète pas le support, j'en sais rien. Voilà. C'est vrai que c'est pas très joyeux en ce moment, hein. Non, c'est clair, comme dit Phil, on est vraiment en période de vente, quoi. Par rapport au Bitcoin, surtout, on a eu un petit pullback, je pense, comme tu as vu un peu hier, mais vraiment rien de transcendant, quoi. Je sais Toujours pas. sans volume, hein. Moi, outre les volumes, parce que là, c'est normal qu'arrivé sur ce support, on ne trouve pas de volume de façon initiale. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir si on retrouve un volume à travers le support ou un volume qui refranchit des résistances. Et là, ça peut être intéressant. Mais le tassement du volume, c'est normal. Voilà. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ça va se positionner quand on va avoir la sortie de volume. Mais moi, ce qui me gêne pour l'instant, et en fait, c'est un niveau très technique qu'on surveille toujours en tant que trader pour des raisons bêtes et méchantes, mais voilà, c'est le ratio de Fibonacci, le 0,618. Quand je vois que le Bitcoin a échoué pile poil sur ce niveau, généralement, on appelle ça le niveau de la poursuite de la tendance, pour des raisons que je ne peux pas expliquer aujourd'hui parce que c'est plus compliqué, mais outre ce nombre d'or, quand on échoue généralement en retraçant 61,8 d'une vague de baisse ou de hausse, généralement ce mouvement a tendance à se poursuivre derrière et à continuer de casser des supports ou des résistances. Donc pour l'instant, moi j'ai tendance à penser que c'est toujours dans la main des bears, mais il va falloir franchir des supports pour le prouver, quoi. Vivement qu'il soit boule le market là. Ouais, après, je pense que c'est qu'une question de patience. Voilà. Je pense que ça se rapproche. Moi, en tant que vendeur, il est clair et net que je suis plus du tout sur les mêmes convictions que j'ai pu avoir quand je vendais bien plus tôt, bien plus haut. Là, il est clair que je sens bien qu'on est sur les derniers mouvements et que c'est pas le moment d'y mettre le levier du siècle pour faire les coups à la baisse, quoi. Là, c'est juste tirer la poussière pour essayer d'acheter derrière, quoi. Donc, comme tu disais la dernière fois, c'est en fait les gros acheteurs, les grosses institutions qui sont en train d'attendre pour acheter, et les petits vendeurs qui achètent par petits paquets, c'est ça? Non, mais c'est comme je dis, il y a deux mécaniques. Soit les gros acheteurs sont déjà dedans, et dans ce cas-là, il serait logique que les petits acheteurs permettent de pousser à travers les résistances et il n'y aura plus vraiment de blocage sur ces résistances. L'autre option, c'est qu'ils n'ont pas encore acheté et pour ça, ils n'ont pas 50 solutions. Il va falloir qu'ils trouvent des vendeurs et pour trouver des vendeurs, généralement, quand tu as un marché qui est purement acheteur et super euphorique, tu pètes les stops, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est-à-dire que tu fais rentrer un max de gens, tu les fais acheter à des prix débiles sous résistance et puis derrière, tu refais baisser le marché et tu règles les stops. Et c'est là où tu récupères les ventes de ces gens-là et que tu achètes donc à bon prix. Encore une fois, hein, c'est une mécanique toute bête, hein, mais celui qui achète sous résistance, il ne faudra pas qu'il se plaigne si on se met à péter des supports et qu'il lâche son stop, hein. Voilà. Il a joué un jeu dangereux, il a perdu. Hashtag FOMO. Oui, ouais, encore une fois, voilà, FOMO, ça permet à des gens qui ont des stratégies de trading plus évoluées de récupérer des meilleurs prix que vous, hein, tout simplement. Voilà, quoi. Mais après, moi, je dis encore, j'en sais rien. Je ne sais pas si ils sont pas déjà à l'achat, en fait. Ça, j'en sais franchement rien. Et voilà. Personne ne le sait quand tu vois les nouvelles. Mais moi, graphiquement, j'ai l'impression que ça achète déjà vachement plus sur l'Ethereum, pas sur le Bitcoin. Voilà. Bon, c'est bon, c'est officiel. Réaction de Phil face au Bitcoin, interview presse. Bitcoin est mort, Ethereum le nouveau leader. Non, pas du tout. Mais tu sens que c'est effectivement, il y a cet intérêt à ICO qui fait que moi, si tu veux, tout ça, encore une fois, c'est des explications qui font que rationaliser ce que je vois déjà sur les graphiques depuis un bon moment. On en parlait déjà la semaine dernière avec Luc. Et c'est clair que pour ma part, l'Ethereum, ça se voit graphiquement, que ça tient super bien. Et si ça tient, c'est pas que ça baissera plus.
ça peut très bien se replier vers des supports plus bas, et je pense encore pour en acheter, ça reste assez cher, mais c'est clair que ça se voit que c'est beaucoup plus soutenu. En tout cas, c'est beaucoup moins vendu. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup moins vendu. Puisque dans une phase de baisse et de repli général dans les cryptos, tu vois que les autres baissent, qu'il y a des gros dumps, et que sur l'Ethereum, ça reste plutôt maîtrisé, quoi. J'ai un ami à l'époque, certains doivent le connaître, Xélion, enfin Hugo, qui me disait, puis bon, c'est une idée aussi que beaucoup pensent, mais ouais, le flippening sur Ethereum, nan, ça va arriver. C'est que ça fait très longtemps qu'on en parle, et c'est vrai que pour le moment, enfin, je me refusais totalement à y croire, et je pense qu'il va aller me le dire après par message en me disant, ah, elle avait raison. Mais je pense que potentiellement, ça peut être intéressant. Alors, je dis pas qu'il va y avoir de flippening aujourd'hui, demain, je ne sais même pas s'il y en aura un, mais de quand même s'y pencher, parce que voilà, comme Jean-Luc et Phil viennent encore de le souligner et la semaine dernière, Ethereum, malgré le dump du BTC, Ethereum est toujours là. Moi, j'ai une grosse phase d'accu, mais c'est vrai qu'il y a tout un écosystème qui est en train de se créer derrière et qui potentiellement, au final, ça pourrait faire bouger les choses, quoi. Parce que Bitcoin aujourd'hui, on pourrait parler de crypto-écosystème. Pourquoi? Parce que c'est le point d'index principal, mais est-ce qu'on fait des ICO en BTC? On en a fait par le passé, on a vu que ça fonctionnait pas, que c'était pas bon, et puis je suis désolé, j'ai pas envie de faire une ICO avec je sais pas combien de centaines de dollars de frais. Après, je dis ça, mais Alors, moi, il y a un truc que je remarque par rapport au Bitcoin et à l'Ethereum surtout, c'est que le Bitcoin vraiment devient la réserve de valeur, clairement, de la crypto-monnaie. Et l'Ethereum se trouve une place utile au sein du principe de blockchain avec ses smart contracts, ses DApp et tout ça. Et en le fait, network effect, je crois qu'on ça se nomme comme alors, ça. c'est ça, c'est le network effect. Et en fait, le truc, c'est que comme il a plus d'utilité, les gens s'intéressent de plus en plus à l'Ethereum plutôt qu'au Bitcoin, en fait. Et le Bitcoin, ça sert juste à, ouais, à changer sa monnaie en alt et puis voilà quoi, ou de réserve de valeur, mais on s'en sert plus en tant que tel comme transfert, chose que l'Ethereum est aussi capable de faire, des transferts de fonds. Quand on va avoir un nouveau stablecoin après l'USDT et après le True USD, quand il aura montré sa patte blanche, donc peut-être le nouveau de Bitmain là, annoncé la semaine dernière. Je crois que nous avons le DAI fixé sur Ethereum et un smart contract qui gère tout ça. Aussi. Donc à ce moment-là, quelle sera l'utilité restante au Bitcoin si ce n'est le marketing et le fait que ce soit le nom connu Eh pour oui, le mais grand ça reste public très important, ça. Il ne faut Je suis pas d'accord. l'oublier. C'est vrai que moi, par rapport à l'aspect que je vois derrière, c'est-à-dire d'un point de vue totalement incompétent dans les cryptos, il n'y a pas plus incompétent que moi. C'est très important la psychologie, encore une fois, pas pour une raison débile, c'est parce que quand on parle de monnaie, on parle de rapport de confiance. Et quand tu vas parler à un mec qui comprend déjà rien à la crypto, de lui dire ouais, ah oui, t'as entendu parler de Bitcoin, mais non, en fait aujourd'hui c'est pas Bitcoin, il faut acheter le truc machin coin. Voilà, il va te dire oula, attends mec, c'est trop compliqué. Moi j'avais des euros, c'était ce qu'il fallait. Demain tu me dis qu'il faut que je prenne des Bitcoins, je prends des Bitcoins, mais j'irai pas acheter tel machin coin pour une raison X ou Y parce que celui-là est plus intéressant que celui-là. Ils vont acheter du Bitcoin point barre parce que c'est celui qui sera ancré dans les têtes. Voilà. Exactement. L'Ethereum, testez-le sur vos voisins qui connaissent rien à la crypto-monnaie, c'est imprononçable pour Oui. le français moyen. Alors en anglais, c'est encore pire, je trouve à dire. Ouais. Ethereum. Ethereum. Oh yeah, Ethereum, yeah. Hi Vitalik, what's up? Alors qu'on aurait pris le verge, c'était réglé, quoi. Ouais, non mais non, justement. La légende, la légende. Non mais franchement, un accord avec Pornhub, c'est pas gigantesque. Il manque plus que Browser et c'est bon, on est parti. Hein. Non, To the mais moon. on est d'accord. Mais en fait, il y a qu'en France que ça marche, hein, parce que verge en anglais, ça veut dire bord. Donc, du coup, ça marche beaucoup moins bien avec l'humour. Mais c'est clair qu'en France, on aurait dû s'indexer sur le verge, hein, je pense. Hein. Et je pense que les hommes auraient compris. Si tu parles de crypto-monnaie et que tu cites le verge, ça passe. Enfin, il n'y a que toi qui en mets des t-shirts. Hein. J'aime la verge. Ok. C'est bien sympathique tout ça. Et du coup, pour Bien reprendre un sûr. petit peu le point écho, je crois qu'on a des comment ça s'appelle
Je crois qu'il y a Baptiste qui va nous faire. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler en début d'émission, mais nous avons Baptiste et Jean-Luc qui ont été comment ça s'appelle, à la Monaco International Blockchain et qui vont Exactement. prendre le relais pour faire une review complète de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit. Et je crois qu'une grosse phrase a été sortie, Jean-Luc, que tu as posté d'ailleurs sur le Discord. Oui, 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 oui. Le Bitcoin, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a, Ça, c'est puissant. il y a Ouais. vraiment, il y a vraiment un travail avec la blockchain. Il y a j'ai rencontré beaucoup de stands, beaucoup de jeunes entrepreneurs. Il y a vraiment une volonté de la décentralisation, de sortir du tiers de confiance et vraiment de retrouver une certaine liberté. Et qu'enfin les actifs soient partagés en peer-to-peer et ensuite on puisse vraiment faire beaucoup de libre entrepreneuriat avec la blockchain et enfin aussi sortir de tout ce qui est peut-être, excusez-moi, les GAFA. Booking, les Uber, etc. Toutes ces Alors, tiers sur identifiés. Booking, est-ce que tu as croisé nos amis de chez BTU, dont Vidal Shriki, que Oui, j'apprécie oui, beaucoup? Vidal Frick, très sympa. On a discuté avec, super motivé, une équipe extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment une très belle équipe. Donc vraiment, la blockchain, ça va être une révolution. Moi, personnellement, j'ai senti ce mouvement et il y a de plus en plus de personnes qui se greffent à ça et qui découvrent. Et je pense qu'on a de belles années d'or devant nous. Et on le disait la dernière fois, le petit bifton, il faut le mettre sur la crypto, il y a pas de souci, un petit bifton, même un gros si on peut. Et 2018, 2019, 2020, ça va être vraiment des années d'or. Et le BTC, l'arbre qui cache la forêt. Et aussi un petit scoop, si d'autres sont au courant, une personne qui était affûtée là-bas à la crypto a dit que vraiment le marché porteur en ce moment, c'était vraiment tout ce qui était basé sur la logistique. Voilà, tous les produits sur la logistique, c'est vraiment ce qui est porteur en ce Notamment peut-être moment. la supply chain, Propre. si je ne me trompe pas. Ah, Oui, mais là, oui. ouais. Mais là, c'est totalement autre chose. Supply chain, elles sont déjà mises en place en interne par les grosses sociétés. Quand tu vois des boîtes comme Airbus, comme Thales, qui ont des grosses vraiment supply chain dans l'industrie, il y en a beaucoup qui sont déjà prêtes et préparées en interne, quoi. Et c'est vrai que la supply chain permet, comme avec Carrefour et son poulet d'Auvergne, une traçabilité vraiment à toute épreuve avec une confiance extraordinaire pour suivre un produit, quoi. Comme on a vu il y a quelques années, le problème avec la viande de cheval, c'est que la blockchain, c'est impossible. Et même si c'était possible, c'est retraçable en instant T, quoi. Je te laisse faire ta review, Baptiste. Ouais, alors la MIB, donc c'était mercredi et jeudi dernier. Donc il y a eu pas mal d'acteurs en fait français et internationaux autour de la blockchain. On a vu des très grands noms, on a vu Pierre Papron qui est de Solid. Solid, c'est une grosse boîte française qui s'occupe de toutes les ICO et de plein de développements informatiques. On a vu des très bons projets comme a dit Jean-Luc. On a vu notamment une personne qui a fait Visions of Blockchain. C'est un magazine 100% entre guillemets décentralisé qui est super éthique sur la blockchain. Je pense que ça va intéresser l'homme de geek. Le principe est simple, tout le monde peut y participer et le magazine Ah, sortira le 21 juin. Je ne sais pas si on a entendu parler. non, mais si t'as un lien ou quoi à nous filer après, Eh ben, t'hésites pas. on en parlera après si vous voulez. C'est vraiment un projet super intéressant. Le mec est extraordinaire. C'est vraiment essayer de démocratiser la blockchain de manière super éthique, comme en fait veut Satoshi. Donc le mec, si tu veux, toutes les semaines, il relit le white paper du Bitcoin, un peu comme une bible quotidienne. Donc le magazine gratuit. Bon, à part ça, on a vu pas mal d'ICO françaises, comme a dit Jean-Luc. On a vu Sandblock, comme c'est son ICO en plus au moment de la MIB. On a vu SGAT, qui est une super ICO parisienne. Et on a vu pas mal de choses. Bon, il y a un peu de retour de médaille, comme il y a beaucoup aussi d'advisors qui cherchaient des ICO. Donc, l'advisor un peu scameux. On a vu aussi quelques scams. Mais dans l'ensemble, c'était quand même un super projet, des conférences au top. Il y avait aussi un député européen qui nous a rassuré sur ce que faisait l'Europe. Donc, mine de rien, l'Europe bouge. Et c'est quand même difficile de bouger avec la vitesse technologique qui va derrière la blockchain. Et normalement, si je ne me trompe pas, le 7 ou 8 juin, il y aura un débat autour de la blockchain au Parlement. Donc, il va encore avancer dans notre sens. Et vraiment, comme dit encore une fois Jean-Luc, il faut être rassuré. La blockchain, c'est vraiment l'avenir. Tout le monde en a conscience. Tout le monde s'inscrit dans cette dynamique. Et même les parlements et les personnes qui sont haut placées y pensent de même, quoi. Nos politiciens sont vraiment parés à faire cette évolution et ils sont vraiment pas là pour nous mettre des freins dans les roues. J'ai vu une démonstration sur un produit assez sympa, un ATM, un petit ATM qui était Ah, de Mono ici, ouais. ouais, de monoïsite. C'était assez sympa. On pouvait scanner un QR et ensuite on pouvait rentrer dans l'ATM du cash
et ce cash était basculé sur le wallet, ou alors du wallet, on basculait dans l'ATM et on ressortait du cash. Donc, c'était en Mais Chine, alors ça ça faut existe, quand Attends, même faire attends, très une très question. attention, les gars. Luc, avec la volatilité, ouais, c'est sûr Non, qu'il faut. Jean-Luc, par contre, t'es sûr qu'on pouvait retirer le cash parce qu'ils avaient dit qu'on pouvait pas retirer le cash dessus et qu'ils n'avaient pas les accords pour retirer l'argent. Et que la Oui, machine parce D'accord. que pouvait ça, plus mettre de attention l'argent. les gars, ça viendra pas tout de suite, hein. Il faut bien Mais vous dire un truc, c'est que ce c'était qui embête en nos développement. gouvernements, C'était en développement. Mais c'est pas c'était la bon de le voir. technologie qui embête nos gouvernements aujourd'hui. Enfin, la vraie question, c'est pas ça. C'est Pourquoi le la modèle blockchain, engineering. ça fait Ouais. peur? C'est l'aspect monnaie qui embête, parce que si vous développez la blockchain, bah, vous développez aussi cette notion-là sur la monnaie, et ça leur plaît pas du tout. Enfin, si vous leur enlevez le contrôle de leur monnaie, c'est comme si vous leur coupiez la tête. C'est ça qui leur pose problème. C'est la concurrence à la C'est pour monnaie. ça qu'on Ouais. n'ouvre pas les portes grandes ouvertes à la blockchain aujourd'hui à cause de ça, parce qu'on aimerait bien garder le contrôle sur la partie monnaie. Donc, il va falloir trouver, je pense, à terme, un espèce de compromis euh, à ce niveau-là. Hein. Voilà. Et on verra bien. Hein. Moi, j'en sais rien. Mais pour moi, j'ai envie de dire, du côté réglementaire, c'est toujours là que ça bloque, quoi. Parce qu'on est bien prêt à ouvrir le projet technologique pour créer et favoriser des ICO et de la circulation de l'argent et de l'investissement, parce que ça manque aujourd'hui. Et en fait, c'est ça que se disent les gouvernements, qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver des gens qui investissent dans les boîtes. Et peut-être que les ICO, c'est le relent dont on a besoin pour relancer la croissance. Mais en même temps, on ne veut pas perdre le pouvoir de contrôler nos monnaies, quoi. C'est ça que se dit un gouvernement, tout simplement. Et comment on peut arriver à trouver un juste milieu? Je pense que c'est ça qui cherche aujourd'hui à trouver. Et j'aime bien ton discours, Phil, parce que là, tu as indiqué un truc, c'est que le gouvernement n'arrivait pas à contrôler nos monnaies. Et le no que tu as utilisé, c'est complètement. Ça diverge complètement d'esprit blockchain. Et c'est là où est véritablement le problème. C'est que tu as des blockchains avec des valeurs et qui ne sont pas contrôlables étatiquement parlant. Et ça fait extrêmement peur aux États parce que la richesse, déjà n'importe qui maintenant, avec un PC ou quoi, peut miner, tout ça peut générer de la richesse, de la valeur. Et donc, du coup, c'est plus lié aux banques et à leur planche à billets ou à l'État ou quoi aux caisses. C'est vraiment la portée de tout le monde, quoi, quelque part. Moi, je pense qu'il leur fait le plus peur, c'est de ne pas pouvoir maîtriser l'inflation. Voilà. C'est le grand problème de toutes les devises. Si tu te lances dans une devise, mais que tu ne peux pas contrôler son inflation, bah entre guillemets, imagine-toi que pour un banquier central ou pour quelqu'un qui a fait Polytechnique ou HEC ou qui a fait les grandes écoles qui peuvent lui permettre d'accéder un petit peu à ces thèmes-là au niveau politique, je peux te dire que ces mecs-là, ils ont été formatés, entre guillemets, à comprendre que la seule façon que tu as pour maîtriser une monnaie, c'est de pouvoir maîtriser, entre guillemets, par certains mécanismes, son mécanisme d'inflation. Si demain on te dit, bon, bah non, on remplace tout ça par des trucs que tu ne peux pas maîtriser, ces mecs-là sont complètement au dépourvu. Et c'est normal que ça leur fasse peur. Et je pense que c'est cette peur-là qu'il faut encore trouver à débloquer. Et comme je te dis, avant de faire changer les consciences de ces gens-là, ça va être compliqué. Et il faudra, je pense, mettre en place des compromis. Après, il faut bien comprendre aussi que malgré tout, le meilleur exemple, je pense, qu'on puisse donner, c'est Bitcoin, qui est basé sur un modèle un peu déflationniste. Je ne vais pas dire, c'est pas dire la grosse majorité, hein, mais qui est basé sur un modèle un petit peu déflationniste. Et Ah ben, d'ailleurs, ce tu qui peut parles de nous permettre de Bitcoin, faire... un banquier central, il te dira que tu es taré. Hein. Il te dira qu'une monnaie comme ça, c'est pas viable. Parce que effectivement, si tu n'es pas dans un système inflationniste, tu ne pourras pas soutenir les cycles de croissance et compagnie. Enfin, bon, Oui, non, mais ça, c'est soit après, forcément, bah, ce qui va nous permettre de basculer d'ailleurs sur la petite review des marchés financiers classiques, quelques actualités, tout ça. Mais ouais, après, c'est vrai que ça reste un modèle, je pense, je vais pas trop m'avancer non plus sur ces thèmes-là, mais ça reste quand même quelque chose de totalement différent. Entre une politique menée sur l'inflation et une politique plus déflationniste, il y a, si je ne me trompe pas, un fossé quand même. ah ben oui, il y aura un problème entre les deux. Tu passes pas de l'un à l'autre sans un cataclysme. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, un petit Ça, c'est point. une autre théorie. Attends, mais voilà. Enfin, celle-là, moi, je ne pense pas nécessairement que ce soit spécifiquement le chemin vers lequel on aille, parce que personne n'a spécialement envie que ça se passe mal. Et si tu veux vraiment passer d'un extrême à l'autre, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Voilà. Ah bah, clairement, clairement. Bah, du coup, bonne transition pour passer sur les marchés financiers. Qu'est-ce qui nous raconte de beau aujourd'hui, ces graphes?
Waouh. Si tu considères le marché financier comme ce qu'on va dire un institutionnel à considérer, c'est-à-dire le S&P 500, waouh, j'ai envie de te dire, celui qui te donne un scénario sur le S&P 500 en ce moment, il est bien malin, parce que personne ne sait où ça va, c'est que des stratégies d'intraday, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, on teste des niveaux, on essaie de voir si on franchit, puis quand on franchit, le lendemain, on fait machine arrière, enfin, c'est un peu n'importe quoi, hein, voilà. C'est, J'ai remarqué aussi que l'inflation du dollar était miraculeusement revenue Oui, depuis. mais ça, il faut faire attention, voilà, si je dois te résumer mon sentiment de trader, je sens que Wall Street, ils font tout pour nous la mettre, mais que ça passe pas, qu'il n'y a pas le relais qui vient derrière, quoi. On fait tout pour te pousser à acheter des actions, mais tu vois que ça monte, mais alors tellement timidement, et tu te dis surtout, si on retombe sur les supports, c'est l'hécatombe, quoi. Donc, encore une fois, les supports ne cèdent pas, donc on peut pas non plus se mettre à vendre avec des convictions. Enfin, acheter un marché pareil, il faut être taré quand même, hein. C'est vrai que sur des hauteurs comme ça, c'est qu'il y En fait, tout dépend toujours comment on regarde. Après, si tu t'amuses à lisser avec des courbes logarithmiques ou des trucs comme Qu'est-ce que ça, ça veut dire ça? tout va tout de suite beaucoup mieux. Et effectivement, on peut monter sur des valeurs complètement dingotes, comme seuls des fous peuvent te vendre. Mais après, voilà, encore une fois, après, il y a des propensions en fin de cycle économique à ce que le marché perde la gravité. C'est pas une grande nouveauté. On le sait que, voilà, quand on arrive en fin de cycle, c'est là où on peut voir des trucs complètement aberrants. Donc, est-ce que dans ce cas-là, moi je vois clairement que Wall Street essaie de nous vendre ça. Maintenant, est-ce que vraiment il faut le prendre voilà. Moi je pense que c'est difficile de vendre, mais c'est complètement fou d'acheter. Et ça résume bien le moment. C'est-à-dire que là, si tu es investisseur de long terme, tu prends tes profits et puis tu laisses faire les couillons à court terme, quoi. Et tu regardes pas trop ce qui se passe, quoi. Pour moi, il faut attendre le prochain cycle d'investissement à long terme, et soit il y aura une bulle avant, soit ça arrivera bientôt, mais dans tous les cas, il n'y a plus rien à faire sur des investissements à long terme, si ce n'est prendre les bénéfices et attendre, quoi. J'ai regardé un petit peu récemment, bon, j'ai survolé le sujet, mais c'était NotWixel qui débriefait un petit peu dessus. À partir du moment où l'argent n'est pas cher, donc entre autres quand les taux sont bas, les actifs ont tendance à monter, et une fois que les taux remontent, qu'ils se resserrent un petit peu, là, quand l'argent devient cher, euh, alors c'est horrible et c'est triste de dire ça, de l'argent qui vaut cher ou pas cher, enfin c'est n'importe quoi, petite parenthèse. Les actifs ont tendance à commencer à stagner et potentiellement se retourner. Et j'entendais encore quelques prévisions enfin, qui à mon sens, mais c'est vraiment à mon sens, à moi personnel, on est à combien au niveau du taux 10 ans? On a dépassé les 3%, on a dépassé les 3,10. Et voilà, les Enfin, 3,10. Et il faut prévoit, se dire un truc, c'est que c'est toujours pareil. En fait, comme on disait tout à l'heure pour les cryptos, l'arbre qui cache la forêt, c'est exactement la même chose avec le 10 ans américain. C'est-à-dire que ce qu'on va te marteler et ce dont on va te parler, ce dont les journaux vont te parler, c'est du 10 ans américain. Alors qu'un institutionnel, il n'en a rien à foutre du 10 ans américain, mais alors au complet. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le marché du repo, c'est-à-dire le marché de court terme, emprunter le matin pour rendre le soir. Et tant que les taux là sont pas trop forts, ça va bien. Le problème, c'est que le marché du repo, les taux sont également en train de monter. Parce qu'en fait, si tu regardes en fin de cycle, comment se comportent les taux, c'est ce qu'on appelle le resserrement de la courbe de taux. C'est-à-dire que tu as des taux courts qui montent très très vite et en fait on les grignote les uns après les autres. C'est-à-dire que si tu regardes, le 30 ans il est à la hausse depuis un bon moment, le 10 ans s'est amorcé après, puis ça a pris sur le 5 ans, puis sur le 3 ans, puis sur les mois et petit à petit ça tire sur les échéances les plus courtes qui petit à petit elles rattrapent le retard, donc beaucoup plus vite que les taux longs, et du coup c'est ce qu'on appelle le resserrement, l'aplatissement de la courbe de taux avant son inversion. Et ça, attention, le jour où on va l'inverser, tu vas avoir 3 tonnes de news le même jour qui vont être là, ah, mon Dieu, inversion de la courbe de taux. Encore une fois, un institutionnel s'en cogne complet. Tant que les taux à court terme, très court terme, sont bas, ça va. Et moi je dis, le marché du repo, le jour où il va dépasser 2%, ça va faire mal, et on en est très près. On est déjà à 1,70. Et on a déjà fait un pic au-dessus des 2%, c'est-à-dire qu'on a préouvert le niveau pour dire on va y aller. Et à mon avis, au-dessus de 2% pour emprunter sur des échéances très courtes, ça te bousille la spéculation à court terme. Et comme Wall Street aujourd'hui ne tient que par ça,
C'est là où je pense qu'il y a peut-être un risque à Wall Street en ce qui concerne la partie crédit, en sachant que sur Wall Street, il n'y a pas que ce risque-là. Il y a le risque géopolitique, il y a le risque guerre commerciale, enfin, il y a du monde, Une quoi. petite Hein, voilà, crise immobilière qui se profile aussi. On mais entend de plus en encore une plus fois, parler des Américains qui se font ouais, mais si reject tu de la veux, maison. regardez ce qui va pas. Mm. Ça, sauf quand on est à 8 ans de croissance. D'un moment, on se pose quand même les questions, on regarde un peu dans le rétroviseur. Et c'est à ce moment-là, en fait, où le marché, il a deux choix. Soit il met un coup de poing dans le rétroviseur et il passe la 5e et il y va comme un taré sur l'autoroute, on forme une bulle. Ça arrive, hein, c'est même très courant en fin de cycle. Soit au contraire, le marché regarde dans le rétro et se dit « Oh putain, merde, j'ai carrément raté 3 villages par rapport à ma destination. » Et là, il fait demi-tour en toute vitesse et il essaie de revenir parce qu'il va être à la bourre pour arriver au point de rencontre, quoi. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Et honnêtement, aujourd'hui, te dire comment va réagir le marché, voilà, moi je vois les risques, je surveille ces facteurs de risque et je me dis le jour où ça va péter, je veux être positionné sur les marchés qui vont faire que ça pète. Ça fait peur, tout ça, tout ce qui se profile à l'horizon. Heureusement qu'on a C'est notre hyper blockchain. alarmiste. Hein. Depuis Non, tout non, à l'heure, non. j'écoute. Non, mais en fait, quand je dis alarmiste, attention, c'est que tu dis que là, il y a des risques pour Wall Street. Après, il y a Quentin. Mais moi je justement, parle de risque de consolidation, les gars, je parle pas de passer en bear market et nécessairement. D'accord. Vraiment pas. Par contre, s'il y a une bulle, il y aura une récession. C'est clair qu'on survit jamais aux bulles. Le cataclysme financier fait que de toute façon, derrière, il entraîne l'économie réelle et il crée la récession malgré lui. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, reculer à Wall Street, c'est pas une mauvaise chose. Encore une fois, moi, je suis totalement prêt à acheter des actifs américains, mais je vais les payer 30% moins cher, quoi. Enfin, donc en fait, le truc, c'est vraiment ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de faire marche arrière sans que pour autant ça se passe très mal, parce que ça se passe pas si mal que ça, en fait. Voilà. Mais le problème, c'est que comme le job de Wall Street, c'est d'anticiper et que là, on y est peut-être allé un petit peu fort. Comme je te dis, c'est le moment où soit on regarde dans le rétro et on revient sur des valorisations un petit peu plus soutenables et en lien avec ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on price les risques et derrière, quand on prend un risque en investissant, on est sur des niveaux qui justifient la prise du risque. Là, aujourd'hui, honnêtement, franchement, mis à part faire des stratégies de court terme, tu prends un risque considérable. Tu ne peux pas te dire, là, aujourd'hui, j'achète des actions, on sera au-dessus de ce prix-là dans 5 ans. Moi, je ne pense pas. Oh punaise. Alors non, alors juste une parenthèse, c'est pas du tout mon domaine et je trouve ça hyper intéressant, hein, ça dit en passage. Parce que franchement là, depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'en apprendre et c'est super cool. Merci pour l'invitation, Quentin d'ailleurs. Ah bah avec grand plaisir, hein. C'est moi qui te remercie, c'est moi là, excusez-moi. Oh, ça y est, C'est on moi qui prouve vous là, ça remercie y est, tous les Manu deux. dit quelque chose. C'est moi qui vous remercie d'être là, les amis. Ça nous change de Marc Fiorentino de BFM, quoi. Eh Ah, ben, c'est du clair. coup, je peux vous proposer qu'on passe vraiment à la partie qui nous intéresse tous ce soir, parce que je pense que se pourrir le moral avec tout ce qui va potentiellement se passer, c'est un peu triste. Autant qu'on Mais non, parle en de... plus, c'est pas triste, les gars, vraiment, parce qu'après, on va pour le permabère de service. C'est pour ça. Non, Je mais préfère attention, c'est vraiment pas quand les triste en fait. marchés baissent, c'est L'avantage, juste normal, quoi. ouais, non, mais puis l'avantage, c'est que là, tu nous tiens au courant, tu nous dis pourquoi, tu nous dis comment voir les choses, pas comment agir, mais comment réfléchir là-dessus. Et moi c'est ce que j'apprécie beaucoup. Quand je disais tout à l'heure que c'était alarmiste, j'ai pas utilisé le terme de peur. C'est ouais, bon, le scénario, il est bof, quoi. Bon, on va anticiper quand même un peu, quoi. Et, Non, ouais, c'est que franchement, là, c'est dur d'anticiper. Il y a vraiment un choix qui va. Franchement, je pense pendant l'été. Mais encore une fois, te donner la réponse. Waouh! Enfin, celui qui te dit c'est certainement qu'on va déclencher une bulle, ou en tout cas, il y a encore du potentiel à la hausse à Wall Street. Bon, peut-être, en tout cas, économiquement parlant, ça ne suit pas aujourd'hui. Et tu vois, il y a un truc que je comprends pas, par contre, c'est pourquoi Manu n'a toujours pas demandé la boule de cristal de Google. Parce qu'elle n'est pas branchée et qu'elle est loin de moi. Ah merde. non. Et j'attends ma petite Alexa parce que j'en peux plus de Google Home, clairement. demande-lui à combien sera le S&P 500 dans 2 ans. Les gars, si vous souhaitez, je vous avais mis un petit graphe dans Analyse technique, juste une petite aparté. Comparer l'Ethereum et le BTC en 4 heures, on voit une force corrective qui est supérieure sur le BTC. Donc, on va dire que à l'instant T, le groupe 4 heures a envie de continuer la correction sur le BTC. Et par contre, le groupe 4 heures et 2 heures a cédé sur Ethereum. Donc ça, c'est une petite indication de force relative court terme. Le BTC est plus fort, c'est-à-dire que les stratégies d'achat sont plus intéressantes apparemment
sur le BTC, et les stratégies de short sont plus intéressantes sur l'Ethereum. Pour une fois que ça Voilà. s'inverse, tiens. Oui, bah, de toute façon, les corrélations ne fonctionnent que comme ça, hein, c'est chacun son tour, quoi. Bah, là, ça se voit, hein, déjà, tu as l'Ethereum qui se fait dézinguer à 3% pour 1,50 sur BTC. Ah bah Ouais. clairement. Eh bien écoutez, moi je vous propose qu'on passe à la dernière partie de notre émission, et celle qui nous intéresse tous, c'est un peu l'actualité de toutes les cryptos, bon, qu'on a commencé à entamer un petit peu tout le long de cet épisode. On va parler un petit peu shitcoin, shitICO, ou même des projets intéressants aussi si vous en avez, hein, clairement. Eh ben écoute, eh ben justement, c'est bien que tu en parles. Je t'explique un petit truc, tu vois, quand tu m'as dit Dis-moi. ouais, on va parler shitcoin. Alors moi j'étais déjà avec mes jingles, le shitcoin de la semaine et tout. Enfin bon bref, j'étais déjà bien chaud. Et puis avec un pote justement qui bosse dans l'énergie, on était en train de regarder pour en fait, il y a une problématique, c'est pour revendre l'énergie qu'ils créent. Et on se disait ouais, sur blockchain, il y a des trucs effectivement, en fait, il y a masse de projets, il y en a certains qui sont vachement cool. Et donc de là à dire shitcoin, vu comment ils sont jeunes, bon voilà, c'est un peu difficile de dire que c'est un shitcoin. Encore que vu le volume, je dirais bien oui, donc ça rentre bien. Mais voilà, quoi. Là, je pense notamment au XLRC, le Solarium, qui en fait une blockchain qui peut servir de smart contract pour des projets autour de l'énergie, pour revendre de l'énergie, pour d'investir dans l'énergie, enfin plein de trucs dans le genre. Ils ont bien pensé le projet. Et ça, c'est drôle. Après, il y a par exemple, basé sur l'Ethereum, il y a le WePower aussi, qui est une blockchain d'échange d'énergie. Et en fait, plus je rencontre des gens et plus ils me parlent de projets réels, et plus j'y trouve une application dans un blockchain. Et des fois, ça donne lieu à des shitcoins quand même assez monumentaux. Et tiens, il y a des shitcoins pour se faire de la thune. Ah bon? Bah oui. Tu vois, des stakes à 20 000% à l'année, 20 000% d'intérêt, tu vois, des trucs dans le genre, hein. Ah, Mais un c'est Satoshi. génial, 20 000%. C'est incroyable ça, dis donc. Mais non, mais ça existe. Et le problème, c'est ça, c'est que ça existe. Notamment, bon, là, le Dave, il s'est barré avec la caisse, mais il y avait une monnaie qui s'appelait le Diverse. Le Diverse, c'était entre 20 et 50 000% l'année, Ah, selon les blocs. il s'est pas barré avec la caisse. On a quand même une possibilité d'avoir un swap pour migrer vers une autre monnaie qui est le Varius sur Ah, Graviex. ouais, Voilà. mais un swap qui, justement, était ordonné par la communauté. Et donc, c'est là où j'ai adoré ton invitation, Quentin. C'est parce que quand tu parles de shitcoin, il y a tellement de critères différents pour déterminer un shitcoin. Il y en a, je vais prendre notamment le shitcoin le plus connu actuellement, le Bitcoin, quoi. Le Avec un Y. Bitcoin, c'est un shitcoin monumental avec un pre-mine de taré. Franchement, les mecs, ils nous enflent du début à la fin. Et pourtant, t'as vu sa courbe? Et son positionnement sur CoinMarketCap. Ah ouais, bah ouais, non, mais alors ça, on n'en parle même pas, quoi. Magnifique. Et si vous connaissez pas le Bitcoin, allez voir la vidéo de l'ami des cryptes là-dessus. Je pense que ça vous prouvera le niveau Ah de ouais, non, shitcoin mais. que c'est. Mais on pourrait même revoir sur des projets qui sont allés presque aux produits physiques, hein, comme LightPay. Hein. LightPay, la veille que ça sorte, nous, on en parlait dans l'hebdo comme ça l'est, le Litecoin va prendre son envol et on aura carrément une carte de paiement dessus. Et puis ça tourne 24 heures, la carte elle est bloquée. Et puis a priori, le petit CIO n'avait pas osé avouer que il y avait rien derrière, quoi. Ouais. C'est devenu trop gros pour lui pour avouer aux investisseurs que ça ne tournerait pas, qu'il n'y avait pas les autorisations nécessaires là-dessus. Et là, si vous allez sur lightpay.us, vous avez juste un message d'erreur, genre pardon, on est désolé, quoi. Désolé. Pardon, on vous a juste enflé. Sachant Non, que mais vous c'est avez- ça. il y a une ICO où le mec avait juste laissé un mot, genre bit ou quelque chose comme ça. Enfin, il y avait une page blanche avec juste un mot du jour au lendemain. Quelque chose. Ouais, ouais, ben il y avait aussi l'autre, l'allemand, là, je sais plus sur quel ICO il était. Il s'est barré avec la caisse pour montrer. Ouais, sur le gros nul, ouais. Ouais, Ouais, il a mis une photo sur Twitter, genre merci, tout est fini pour moi, je suis sur le transat avec la plage. Sauf qu'il y a des mecs qui ont identifié la plage parce que le sable, il était un petit peu particulier, genre noir et compagnie, qui ont commencé à avoir des expéditions pour aller lui défoncer la tronche. Et que, en fait, le lendemain, il est revenu, genre en vidéo, du non, non, c'était pour vous éduquer que attention, c'est dangereux, une ICO. Et c'était juste pour déconner, hein, vous inquiétez pas, on poursuit le projet. Très, très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Et non, mais tiens, d'ailleurs, en tant que trader, tiens, j'ai une question à vous poser. Pour vous, un shitcoin, c'est quoi? Un coin où Un il n'y a truc pas de volume. que je regarderai même pas. Normalement, moi, je devrais même pas croiser leur route. Parce que oui, de toute façon, moi, je regarde que les grosses caps. Hein, voilà. Alors, Moi, qu'est-ce que pour moi, t'appelles grosse cap? C'est 1 milliard? C'est 10 millions? C'est quoi? C'est Non, moi, combien? je prends toujours le plus gros et les 10 en dessous.
Donc, c'est-à-dire que moi, tu vois, par exemple, je peux te donner les noms, ceux que je regarde, et encore, je regarde que les plus grosses. C'est-à-dire que les autres me servent juste dans un indice à la con. Mais moi, je m'arrête, entre guillemets, à TRX, même si je sais que celui-là, par exemple, c'est pas une grande merveille, quoi. Mais c'est le seul en vert ce Non, soir. mais le Tron, mais pareil, mais les mecs, ils ont copié, ils ont tout fait pour faire un shitcoin et ils sont 10e, quoi. C'est Vraiment, c'est. triste. Voilà. 9e. Ah, mais ouais, les gars, 9e, c'était ouais. comme BitConnect. Hein. BitConnect était monté très haut alors que c'est BitConnect le pire shitcoin au monde. Quoi. Po. Ah non, BitConnect Non, aussi, pour- ça restera la légende du Ponzi crypto. Enfin, moi, Ah, ça, mais- ça m'a marqué. Et puis le jour où ils ont fait Exit Scam, mais l'euphorie que c'était, c'est vrai que ça a été un moment intense. Sans vous mentir, ça a été un moment intense. Cette Ah ouais, non, mais soirée, clairement. c'était. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'étude quand même de BitConnect, qui aurait fait vraiment beaucoup de mal aux cryptos, est arrivé pendant une phase de méga down générale. Et donc, c'est pas passé dans les JT partout pour en faire des caisses au niveau de ce scam qui, quand même, dont le nom commençait par Bit et qui aurait pu être attribué au Bitcoin et qui aurait pu faire Attends, mais je crois que ça continue, BitConnect. Hein. BitConnect, ça continue. Hein. Ouais, t'as ben, un fort BitConnect X, mais les gens vont pas se faire avoir 12 fois. Évidemment, les mecs qui étaient Manu, dans le... méfie-toi. Hein. Oui, il y a toujours des cons. Hein. La réserve de cons dans le monde. Ah, est infinie. Mais On devrait indexer une crypto-monnaie sur la connerie Sur les- humaine. Putain, on serait riche, les gars. Non, mais pour moi, le plus gros et le plus connu des shitcoins, c'est pas un scam, c'est un gros shitcoin parce qu'il sert à rien. numéro 3. C'est le Bitcoin Cash. Non, c'est Oh, même pas t'es Ripple. dur, Le- t'es dur. Le- Avec notre alors, ami le Roger Ripple, Robert. non, mais le Ripple, que je m'explique un peu là-dessus, c'est backé par les banques, ça sert pour les banques et tout ça. C'est pour ça que je l'aime pas. Parce que je veux sortir du système bancaire un peu. Mais c'est par philosophie, tu vois. Et donc, je l'aime pas, je crache un peu dessus. En plus, c'est drôle. Mais non, le shitcoin, le plus gros, regarde le Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash, ils ont dit, hé les gars, on va passer à des blocs de 32 mégas. Il y a des mecs, la courbe, elle a monté. Il y a le maximum qu'on a réussi à remplir un bloc de Bitcoin Cash, c'est un méga 4, je crois. Qui c'est qui a la plus grosse, les gars? C'est Bitcoin Cash. Non, mais voilà, en gros, c'est du. Ils jouent au kikimètre, quoi. Et franchement, c'est le coin, je n'arriverai jamais à comprendre, hors manipulation de marché, à comprendre comment il fonctionne pour réussir à atteindre des valeurs comme ça, quoi. Sans parler du mec qui le Bah, vend. il y a le nom Bitcoin dedans. Il y a le nom Forc- Bitcoin. Forcément, Dans le Bitcoin Pizza aussi. Hein. Ça a été l'un des premiers forks Bitcoin aussi à apparaître, mine de rien. un des premiers grands forks, ouais. Un Et des allez- premiers et à- grands forks, ouais. Et à l'époque qui avait fait tomber le Bitcoin à 1800 euros en fin juillet, début août 2017, mais les gens n'avaient pas compris le principe du fork où on touchait les deux côtés et donc tout le monde ne s'était pas jeté sur le Bitcoin. Ça n'avait pas fait les effets des forks suivants, genre pour le Segwit 2X annulé au dernier moment. Ah ouais, Ah non, bah, mais c'est ça, c'est ça. Les c'est- gens ont vu en fait un deuxième Bitcoin moins cher, plus performant, plus scalable entre gros guillemets. Ils se sont dit, vas-y, je vais sauter sur le Bitcoin Cash et c'est parti, quoi. Et mais franchement, c'est un gros shitcoin, quoi. Technologiquement, en tout cas, mais c'est quelque chose. Il n'y a rien. Je peux même pas. Si, il y a une vitesse de transaction un peu plus élevée. Youhou. Je peux même dire que le Ripple est mieux que le Bitcoin Cash. Pourtant, j'ai horreur du Ripple. C'est vous dire. Attends, C'est vous dire, j'enregistre. les gars. On a combien de minutes du truc? J'en ferai un jingle pour le live. Non, pareil. Moi, il y a quelque chose qui. Enfin, je vais le mettre dans la case. C'est une monnaie. Je pense qu'on peut vraiment lui donner le nom de monnaie. C'est bon, je le porte Le dans mon cœur. Non, non, enfin, je le porte vraiment dans mon cœur sans déconner. C'est le Dogecoin. Mais alors, le C'est Dogecoin, punaise, c'est le- dingue. On en a parlé quand, Manu? Bah, c'était au dernier live. Hein. Le Dogecoin, comment te dire? Le coin n'a rien technologiquement, mais par contre, il a un truc, c'est une communauté sans faille. Et une mascotte mais- chien. Et attendez qu'il y ait le coin avec la mascotte. Attendez qu'il y ait la mascotte chaton. Je vous promets que le coin, il va Attends, il y a dégagner pas Ce le sera Kiki-coin le Nyan Coin. Ouais. Alors, le Nyan La- Coin, ça existe déjà. Pour la petite référence, tapez Nyan Cat sur YouTube. Surtout la version Deezer. Vous allez perdre vos yeux et votre cerveau. C'est surtout le cerveau. Et alors, le Nyan Coin existe, et il me semble qu'il y a le Kitty Coin qui existe aussi. Ouais, le Nyan Bon, Coin, alors, j'aime bien parce que rien que pour le Nyan Coin, c'est un coin qui va plaire à fond à Phil, lui qui est trader à mort, parce que le volume sur 24 heures est de 132 $. Oh, joli. magnifique. Il vaut 17 Effectivement. Satoshi. Hein. Eh oui, Ouais, quand bon, même. enfin,
Moi, Attends, je comprends pas, en fait, à il ces a un niveaux-là, en cap, fait. il y a un cap de 55 BTC quand même. Ouais, Oui, vite fait, quoi. mais Eh, tout ça, ça va crever. Enfin, ah bah, c'est- méfie-toi, il y parce aura que une sélection naturelle, quoi. depuis le temps que le Doji devrait crever, parce que, sachant que Ah son, non, mais son, son attends, encore boss. une fois, moi, en tant que trader, il y a bien un truc que je maîtriserai jamais, c'est le timing. Et ça, j'en ai bien conscience. Mais le jour où je vous ai dit que 90% de vos altcoins allaient crever, je le pensais toujours, et c'est toujours valable aujourd'hui. Je sais juste pas Alors, quand. C'est qu'une question de timing, mais ça arrivera. j'ai préparé un peu l'émission et je m'attendais à ce genre de réaction et je vais te parler d'un coin qui date de 2014. Tu vois, donc un vieux coin, tu vois. Ouais. Ce coin, il sert à rien, si ce n'est qu'il a un nom ultra particulier. Et rien que sur la dernière semaine, donc ces 7 derniers jours, il a fait un plus 1878%. Oui, mais Et encore une ça- fois, attends, parce Excellent. il faut quand même parler d'un truc important. Euh, la liquidité du marché, d'accord? Oui, Voir donc des clairement, chiffres, encore une il y a fois, ça 53 ne 000 veut dollars dessus, donc en rien 24 dire heures. du tout. Voilà, il faut regarder pourquoi moi je traite que des marchés qui ont une grosse cap, parce que quoi qu'il arrive, tu as toujours la liquidité qui, toi, en tant que petit particulier, même avec ton petit volume qui représente rien dans l'océan de liquidité, tu pourras toujours sortir. C'est-à-dire, tu pourras toujours trouver un imbécile pour acheter ou pour vendre en face de toi. Mais quand tu es dans un machin comme ça, où il se passe rien, mais globalement, en fait, si tu veux retrouver ton pognon, mais il n'y a juste personne pour te le donner, donc en fait, bah, tu peux pas. Donc, Oui. donc ça n'a aucune valeur en soi. Voilà. Moi, un truc comme ça, c'est pas utilisable en tant que stratégie de trading. C'est juste un pur pari hautement fictif où effectivement derrière le retour sur investissement potentiel est énorme, mais parce que le risque l'est tout autant. Et à partir de là, le risque, tu le vois que s'il se manifeste, mais s'il se manifeste, tu as juste perdu tout ton pognon, quoi. Et Et ça c'est encore, pour c'est pas une ça. stratégie de trading. Quand ce que tu risques, c'est tout, c'est pas une stratégie de trading. Non, mais c'est pour ça que bah, Manu pourra t'en parler aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai inventé la Miss Kebab. Ça Ah, commence C'est quoi bien la ce Miss truc. Kebab? Eh Ça, ben, salade tomate tomate, oignon, oignon. fruits de boisson, ça fait 5 euros. Tu fous 5 euros dans un coin. S'il fait x2, x3, x5, et ben tu gagnes 25 balles, quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, si tu veux, ça pour moi, c'est la même stratégie que si. Voilà. Encore une fois, j'ai rien contre les gens qui jouent, mais ça Ah fait ouais, généralement pas de bons traders. Voilà. ah, mais Je je suis connais pas très un seul mauvais trader, trader en qui joue au fait. loto, quoi. C'est clair. Non, mais franchement. Et pour info, le coin dont je vous parlais tout à l'heure s'appelle We Are Satoshi. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a monté grave. Parce qu'il a un nom très vendeur. Mais non, clairement, Ah, il y a pas mal de. alors, sachant que moi, je fais kebab ICO à côté, hein. Ouais, mais toi, c'est du kebab de luxe aussi, quand même. Ah oui, mais moi, je mets du kebab au caviar, monsieur. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, attention, Ah, monsieur a du goût. j'ai pas mis la mise kebab dans BTU qui était à 12 000 ou à 1000 balles à la maison du BTC. Ouais, non, mais. Puisque pour l'instant, c'est un peu cher, mais ce sera un ETH à partir du 10 juin environ. Qui reste quand même une sacrée somme pour un investissement minimum d'ICO. C'est vrai qu'un ETH, c'est 600 dollars, quoi. Putain. 700. 700, ouais. Oh, on est plus proche des 700, c'est vrai, effectivement. Comme Non, mais quoi, quand je suis tu très bon trader, t'as vu? non, mais quand Et, tu auras 49 pouces, tu pourras afficher le market. ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que depuis tout à l'heure, il y a celui qui nous a invités qui a dit ouais, on va parler shitcoin, shit ICO et on l'entend pas. Alors qu'il en a plein. Il en a plein en plus. Ouais, moi, ce qui m'effare toujours, quand on parle shitcoin, c'est bah, la plupart. Enfin, je vais reprendre par exemple CMC là un instant, mais c'est par exemple le TRX quoi. J'en reparle tout le temps parce que je crois que c'est le truc qui me fait le plus rigoler en ce moment, mais le TRX, les gars, soyez Moi, c'est le truc raisonnables. qui m'a fait le Magnet. plus vomir ces derniers temps. Hein. Clairement, hein. Je vais t'avouer que je ne comprends Soyez plus. raisonnables. Oui, c'est ça. Le marché est irraisonnable. Alors, C'est vraiment ça. là, juste là, j'ai le top 10. Troisième position, Ripple. Ok, il y a inventé un protocole, le protocole est bon. Ripple, c'est de la merde. Enfin, excusez-moi, c'est clairement useless. Euh, Oui, euh, oui, oui. Plus non. un. Ouais. Vas-y, je sors avant de et tout là. Alors, pour l'instant, je vois que LTC va la placer sixième. Alors, LTC, je vais pas dire c'est un shitcoin, même s'il n'apporte pas grand-chose au marché, c'est le petit frère du BTC, ok. C'est aussi son mainnet, son testnet. Ouais. C'est Voilà, vrai. bon après je dis ça, je dis rien, Litecoin qui envoie du financement à Lightpay, Lightpay qui a aucun projet derrière, enfin ils ont l'air d'être très bons aussi, enfin Charlie Lee aussi, je le respecte pour ce qu'il a fait, mais bon, peut-être plus se renseigner avant sur les startups dans lesquelles on investit.
Bon, Oui. 9e position, TRX. Waouh, excellent. Moi, j'adore, je crois que je les ai vus passer avec la petite photo avec le patron d'AliExpress. Ouais, ils sont copains. Ah, le beau montage Photoshop des familles qu'on a eu. Alors, je sais pas si c'est un montage. C'est même pas une vraie. Alors, je vais pas t'affirmer ça, mais de beaucoup ont dit que c'était un montage et beaucoup de sources derrière du montage, quoi. Oh là là. Je sais pas si vous, Langue de Geek, vous avez vu ça par rapport aux infos. Alors moi, je l'ai vu passer tout à l'heure. Mais J'ai pas eu. pareil, il n'y a rien de prouvé non plus, quoi. Et c'est ça qui m'emmerde avec Tron, excusez-moi le terme, hein. Mais ça me trouve le cul. Il faut que je le dise parce que clairement, il n'y a rien de concret. À chaque fois, il y a toujours des doutes, il y a toujours du FUD, il y a toujours euh, des trucs qui correspondent pas, qui sont pas clean. Et pourtant, ils arrivent à dépasser une monnaie aussi bonne que IOTA, par exemple. J'allais le dire, mais Tron, c'est par rapport à IOTA, c'est le projet, enfin, c'est que net, quoi. Alors que IOTA, c'est extraordinaire, il est derrière, quoi. Alors que Non IOTA, mais c'est le Tangle, c'est tout ce qu'il faut derrière, c'est une technologie d'enfer, des partenariats à la folie. Ah bah, de toute façon, moi je vous le dis graphiquement, tout ce que vous dites, ça se voit. Enfin, moi, si je dois en acheter sans rien savoir, encore une que dalle à ce que vous racontez, hein. Mais moi, là, aujourd'hui, si je dois faire un choix en portefeuille, ça se fera vite fait. Bitcoin, Ethereum, IOTA. Ah, IOTA, Yota Référence à Mais- Walltimer si tu nous écoutes. Non, mais de toute façon, tu le vois qu'il y a vachement plus d'acheteurs sur IOTA que sur les autres. Les façons sont beaucoup plus simples. Tu regardes encore une fois les positionnements d'investisseurs. Tu as eu un dernier cycle de hausse sur les icons qui a commencé là, depuis le long squeeze en mai, là, début mai. Et tu peux te dire, voilà, là, on a démarré un nouveau cycle. Regardez, qu'est-ce qu'il a caractérisé en mouvement de prix par rapport au mouvement de baisse précédent. IOTA, c'est le seul qui a réussi à franchir les résistances, déjà. C'est-à-dire qu'il allait plus loin qu'Ethereum, plus loin que Bitcoin. Donc, tu sais que par rapport à tous les coins, c'est là où ça a accumulé le plus de pognon en termes de cycle. C'est-à-dire que par rapport au cycle vendeur précédent, on a réussi à dépasser les résistances. Pour ceux qui regardent les graphiques, je parle à la résistance qui était donc en février, sur le sommet de mi-février. On a donc un cycle vendeur qui se met en place derrière, puis un cycle acheteur qui a réussi à dépasser ce cycle vendeur. Tu regardes toutes les autres cryptos, il n'y en a pas une seule qui ont dépassé les sommets de février, sauf IOTA. Ouais, mais c'est parce que c'est la meilleure. Si C'est IOTA pas forcément était la une femme- meilleure, mais moi, si tu veux, Non. en termes Si IOTA était une femme, je qui ont l'épouserais mis de sur le champ. l'argent. Donc, s'il y a des gens qui ont mis de l'argent, encore une fois, sans même savoir pourquoi, moi, je vais les suivre. Voilà. Non, mais c'est vrai Ça, que c'est une bonne analyse qui me plaît bien. après, Ouais, à IOTA, quand on fait un peu la recherche du fondamental, j'ai des collègues qui sont assez informés sur le sujet. Euh, IOTA, alors le Tangle, pour l'instant le Tangle, donc c'est, euh, on va dire, la nouvelle génération de blockchain qui n'est absolument totalement pas du tout blockchain, hein, je le précise, c'est un On Tangle. appelle ça une blockless, en fait. Il n'y a pas Ouais. de bloc. C'est un graphe. Un graphe, un acrylique. Yes. Un graphe, d'accord. Bah, merci du coup pour l'info. Donc c'est vraiment une nouvelle génération pour l'instant qui n'est pas encore totalement aboutie, ils ont encore besoin d'aide, c'est encore entre guillemets centralisé, et il y a encore quelques problématiques à régler. Mais le concept du Tangle est vraiment très intéressant. C'est un peu une exponentielle de validation, ça accélère au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est assez succinctement expliqué, et je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi juste après. Ouais, Flo. moi, ça m'intéresserait de savoir, tu vois, pour le coup, quelle est la différence, puisque tu me dis que la tech est différente. Mm. Moi, je vois un chart différent, une tech différente. Là, tu vois, tu m'intéresses, quoi. Et IOTA justement qui a signé quand même, enfin je sais pas si c'est signé et vraiment acté, mais on a pu voir beaucoup de partenariats, enfin j'entends Bosch, j'entends Fuji, Tesla, surtout Fuji, ouais. ouais Fuji, c'est un gros aussi, partenariat. BMW aussi. exact, enfin il y en a plein qui se sont profilés, et quand on sait que IOTA c'est l'internet, c'est l'internet des objets, pardon. Et sachant qu'on se dirige tout droit là-dedans, c'est un outil qui peut nous servir à faire des micro-transactions, des micro-paiements. Alors du coup là pour le coup c'est pas du tout un shitcoin, c'est vraiment quelque chose qui peut être très très intéressant sur le long terme, et justement faciliter les micro-paiements pour tout. Mais je peux prendre l'exemple du Dash bouton qui a été fait par Amazon il y a quelques Amazon, mois ouais. de ça. C'est super intéressant, mais aujourd'hui, on va commander un bocal de lessive Ariel qu'on va acheter 3 balles, plus 5 balles de frais de livraison, plus, je sais pas, 50 centimes de frais de transaction bancaire de ci, de ça, par PayPal ou je ne sais quel autre nouveau moyen pour extorquer de l'argent.
Euh, et aujourd'hui, on a IOTA qui se pose comme une fleur et qui nous dit aujourd'hui, on a déjà quelque chose de fonctionnel. On n'est pas encore abouti, mais regardez ce qu'on est capable de faire, regardez ce qu'on est capable de faire et regardez ce qu'on a derrière aussi, des partenaires qui potentiellement pourraient donner quelque chose de grand. Et on se dirige vers un monde tout connecté. Et il faut être, je pense, faut se mettre des œillères pour ne pas le voir, mais que ce soit des objets connectés, que ce soit aussi de l'IA qui devrait arriver. Et j'en parlais la dernière fois avec des amis. La première entreprise ou potentiellement État, mais je ne pense pas d'institution, la première personne ou première entreprise ou n'importe à créer, à pouvoir créer une IA forte qui est capable entre guillemets de s'auto-répliquer, de s'auto-gérer, de réfléchir vraiment par elle-même. Vous voyez, je pense où je veux en venir. C'est bon, c'est fait. On n'aura plus besoin de traders. Wouhou non. Après, IOTA a vraiment explosé à partir de mi-2019-2020 de par sa nécessité de l'Internet des objets de la 5G. La 5G n'est pas là uniquement pour encore augmenter le débit dans nos pauvres campagnards qui en sont encore à chercher un débit 3G, 3G+, mais la 5G apporte surtout de la basse consommation dans les cartes SIM built-in directement dans les objets, que ce soit, je sais pas, le mobilier urbain, donc ce qu'on disait tout à l'heure, les partenariats avec les voitures, de l'autofacturation, vraiment de l'objet connecté absolument partout, même dans des domaines qu'on ne conçoit même pas à l'heure actuelle, et pour communiquer entre eux. Et donc pour ça, on a vraiment besoin d'une interconnectivité de tous ces petits objets qui auront une espèce de petite carte SIM en IPv6 connectée à l'intérieur, avec une micro-pile qui va durer suffisamment sur le temps de la durée de vie du matériel, et qui vont vraiment utiliser des technologies blockchain-less comme IOTA sur la facturation, et surtout aussi sur la communication, tout simplement, parce qu'il n'y aura pas tout le temps de la facturation d'ailleurs. Putain, c'est à la fois magnifique et hautement flippant ce que tu viens de dire. Oui, oui, effectivement. Ça le mérite, Mais c'est alors, clair. je tiens à revenir sur un point quand c'est balancé par Baptiste tout à l'heure sur IOTA, avant de passer à autre chose. Quand tu parlais de Tangle, justement, pour expliquer un peu le principe de blockless, en tout cas sur IOTA, pour le faire rapide, pour effectuer une transaction, il faut vérifier 2 transactions avant, qui sont apparues avant sur le réseau. Donc plus il y a d'utilisateurs, plus c'est fluide. Donc, plus tu as d'utilisateurs et plus. Enfin, c'est ultra scalable en fait. Parce que plus tu as d'utilisateurs et mieux ça tourne. Tout simplement. Et c'est hyper génial, quoi. Là, pour le coup. Et puis avec Oh, une Alors, rapidité. juste une arrête, seule j'en rachète, là je suis logué sur Binance, vous m'excitez, c'est bon. Par contre, All-in, mon gars. Et sur un support, ouais, c'est sûr que ça peut se payer, mais bon, ça ira peut-être quand même un peu plus bas, quoi. c'est risqué avec notre ami BTC. Mais un des gros problèmes aujourd'hui, je pense, après, c'est plus ou moins déjà à moitié trouvé grâce au snapshot du Tangle. Euh, le poids. Le poids énormissime qui, imaginons sur un volume de transactions, comment dire, un volume de transactions qu'on pourrait utiliser de tous les jours, par exemple sur un modèle Visa, Master, enfin voilà. Si tout est accumulé dedans, niveau du poids de ce tangle, plus sachant que c'est une exponentielle de 1, on passe à 2, on passe à 4, on passe à 8, 16, enfin voilà, Voilà. grosso merdo, hein. Le poids de ce tangle, ça va pas juste devenir un gros problème énormissime. Bah non, parce qu'en fait, tu as besoin que des 2 dernières transactions. Donc, tu n'as même pas besoin de stocker ce qu'il y a avant. Tu t'en fous. Donc des snaps totalement réguliers, c'est ça? Voilà. Et D'accord. avec un Alors, poids ultra réduit, du coup. je me permets de préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop la technologie IOTA, en fait, si vous préférez, le tangle, on va dire plus ou moins, qui se réinitialise sans se réinitialiser. Il va prendre une photo à un instant T, enfin une photo, c'est pour imager, hein, une photo à un instant T du tangle disant personne A 10 IOTA, personne B en a 20, personne C en a 15 et en fait tout ce qui est passé, tout ce qui s'est passé après va être entre guillemets enregistré. Moi je ne connais pas vraiment tous les détails, enregistré et les IOTA, enfin le tangle va plus ou moins reprendre entre guillemets de zéro, tout en conservant bien sûr les informations par rapport à telle personne à telle valeur dans son wallet, telle personne à telle valeur. Voilà.
Je suis désolé, je vous ai interrompu, je vous laisse reprendre. Je vais pas juste ajouter un petit truc par rapport à l'IoT qui est très important. C'est la sécurité que va apporter les technologies comme Tangle et IOTA. Parce Ah oui, qu'avec oui, bah. avec un monde qui sera ultra connecté avec les IoT, on a vu un frigo qui s'est fait hacker. On se rend pas compte, mais non, Ah, mais ça, c'était dans Silicon Valley saison 4. tout ce qui est aussi... Mais tout ce qui est aussi babyphone, tout ce qui est objet connecté lié à la sécurité, c'est hyper important. C'est un problème fondamental. Mais il me Ah semble que bah j'ai oui, hein. vu un article passer comme ça, enfin les nouvelles voitures non, mais surtout par exemple les Renault, enfin c'était vraiment sur ça que j'ai vu, qui font qui utilisent des clés, des clés sans fil, le main libre, tout ça. Ah ouais, le Euh, keyless, ouais. Exactement. Bonjour, j'ai un, j'ai un petit terminal, je vous prends votre voiture sans la clé, comment ça se passe? Bah, je veux dire, de toute façon, ça change rien à un truc qui était déjà possible aujourd'hui. Sauf qu'au lieu que le mec il rentre dans ta bagnole sans même toucher la portière, avant il prenait un truc, il glissait entre ta fenêtre et ton joint, puis il levait ton loquet. C'est toujours pareil en fait. C'est juste que la technologie change. Se faire voler sa bagnole, ça date pas d'hier, hein. Voilà. Le monde évolue, hein. Voilà, point barre. Ouais. Plus tu mets de sécurité dans les bagnoles, plus les gens les contournent avec de nouveaux outils. C'est aussi simple que Bon, ça. C'est-à-dire qu'au lieu demain de voler une bagnole avec une barre pour aller lever le loquet, bah, tu viendras avec un petit boîtier électronique pour hacker la carte de la bagnole. bon, maintenant, je vais. Imagine un monde rempli de blockchain. C'est-à-dire que, par Oh, exemple, c'est ton identité. beau! Il y a du vert, il y a du trône partout! Non. Qui c'est qui peut le kicker, s'il vous plaît? Non, en fait, le truc, c'est que par exemple, tu vois, ta bagnole est sur IOTA et tout ça, et puis ton identité, elle est sur Civic, qui est une blockchain spécifique à l'identité digitale. D'accord? Et si pour ouvrir ta bagnole, il faut que tu aies ton portefeuille IOTA avec du IOTA dedans, par exemple, mais aussi que tu aies ta petite clé Civic sur toi qui atteste ton identité. Bah, ta bagnole, tu la piques plus, en fait. Ouais, bon, moi après, honnêtement, dans ce cas-là, on sort de la vision pure technique. Je pense que de toute façon, tous les enjeux technologiques sont toujours dépassés. C'est-à-dire que ce qui Tout le temps. aujourd'hui te semble inaccessible, demain, ce sera fait en un clin d'œil. Ah ouais, on C'est-à-dire est que bien d'accord là-dessus. voilà, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais malheureusement, je mettrais quand même un petit bémol à dire, je suis pas certain que ça soit durable. Ben, en fait, le truc, c'est que plus on va mettre de sécurité, plus les failles seront petites, mais il y en aura toujours. Ouais, voilà. Les pirates ont toujours une longueur d'avance, hein. Voilà, en ce sens-là, c'est clair que je suis plutôt de cet avis-là. Mais après, bon, c'est clair que je comprends ce que tu veux dire, hein. Voilà. L'essentiel est de Ce sera réduire toujours un la gain en surface sécurité, d'attaque. mais bon, j'ai tendance à penser que le monde est quand même basé sur une dualité depuis toujours, et j'ai tendance à penser que tu auras toujours quelqu'un qui viendra foutre la merde, peu importe le niveau de sécurité que tu mettras, quoi. T'as compris, Manu? Alors t'arrêtes maintenant. Et tu disais quelque chose, Manu, tout à l'heure, j'ai pas entendu. Non, des conneries. Ah d'accord. Et toi, Jean-Luc, qu'est-ce que tu définirais comme shitcoin? Qu'est-ce qui te saute le plus aux yeux aujourd'hui? Bon, les shitcoins, comme on parlait tout à l'heure, Phil, j'évite parce qu'il y a trop de spread là où je veux l'acheter pour le revendre. Après, il y a trop de spread, donc c'est assez difficile de travailler ça. Par contre, une petite astuce de trading que j'emploie et que je peux donner pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est de travailler les statistiques, par exemple avec CoinMarketCal ou un autre fichier. Et là, ce mois-ci, ce mois de mai et mois de juin, j'ai mis là sur analyse technique, on a une liste intéressante de Mainnet. Et travailler un petit peu les stats comme ça, se positionner sur des supports et essayer de travailler les stats, c'est une petite niche assez intéressante. Au mois d'avril, on avait donné le call de Nuls. Il a quand même fait 50%. Donc Oh, comment vous êtes lents, les gars! Vous j'invite êtes lents! à faire un travail de statistiques comme ça peut être intéressant. Voilà, petite Ah astuce là de là. travail. Alors, juste pour une petite anecdote, Manu, dans quel live vous avez parlé du Nuls déjà? Je sais pas, il y C'était a 10 semaines, octobre? je pense. Ah non, Ouais, non, c'est plus vieux que ça. C'était octobre ou novembre, je sais plus. je On sais n'avait pas, pas parce que l'honneur de vous connaître à cette époque-là. Ah ouais, je crois. Malheureusement. Ouais, mais Alors, C'est t'inquiète trop pas, nul. dans le live, je l'écoute pas. ouais, bah non, il préfère faire des conneries en fond d'écran. Et, Ça y est, Flo vient de se faire shorter, encore une fois. et, alors, par contre, tu vois, je viens de voir ton image de mainnet. Alors, il y en a un qui est hyper intéressant technologiquement, mais pas en tant que monnaie, enfin en tant que tel, mais plutôt en base pour d'autres monnaies, c'est le HPB. C'est le High Performance Blockchain, où les mecs, ils ont développé une technologie pour avoir le maximum de transactions dans la seconde.
mais ils surpassent tout. Mais tout, même Visa, Mastercard et tout ça, ils surpassent tout. Et là, ça va passer en mainnet, hein. Donc clairement, ça va être hyper intéressant technologiquement. Moi, j'en ai pris un petit peu, si bien c'est pas compliqué, parce que même si ça va être juste une base, ça va être une base hyper viable et qui va encore évoluer dans le temps. Et ça, c'est super intéressant. Et pour moi, technologiquement, c'est une valeur sûre, quoi. Tu parles de quoi, du fusion? HPB. HPV. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, une technologie qui promet bah, justement encore plus de transactions que Visa, par exemple, ça, enfin, c'est quand même déjà plutôt fort par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, tout ça. Euh, Certes, sur le papier ou même avec la technologie, c'est là, mais est-ce que c'est réellement applicable? Est-ce que c'est réellement faisable? Bah, est-ce qu'ils vendent une Lamborghini avec? Parce que moi, je veux des Lamborghini, tu vois. Enfin, c'est. Non, alors, en fait, le truc, c'est, tu vois, c'est un peu, le HPB est à la blockchain, ce que le BTU est à la réservation. En gros, c'est les mecs, on va vous développer une techno qui va tout défoncer en termes de vitesse de transaction. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais les mecs, eux, ils sont partis pour de la vitesse, c'est tout. D'accord? Donc, si, imagine, du jour au lendemain, Mastercard ou Visa prennent HPB au lieu de Ripple et mettent ça sur leur réseau. Imagine le nombre de serveurs qui a besoin en moins, donc la consommation énergétique en moins et tout ça et tout ça. Et donc, du coup, en plus, HPB, le token prendra de la valeur. Tu vois? Et donc, c'est super intéressant de travailler que sur un aspect technologique. Enfin, en tout cas, celui-là, pour moi. Bah, moi, d'une approche de trading, je te dirais non, 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 non. Ça s'appelle tout miser sur un cheval. Alors après, c'est de l'investissement, d'accord? Mais c'est deux choses différentes. Attention, tu n'investis pas que dans ça, mais en tout cas, est-ce que je peux assurer technologiquement, en tout cas après en termes de trading, je sais pas, j'avais peut-être Phil si tu veux analyser un petit Bah, peu la courbe. après, non, mais c'est pas ça, c'est juste juste dans la démarche encore. Comment ça? Absolument rien de ce dont tu me parles, hein, c'est pas que j'en entends parler. Mais si tu me dis j'investis sur la tech, oui, bah alors dans ce cas-là, répartis ton portefeuille. Tu vas pas acheter que celui-là, tu vas en acheter Jamais. 2, 3 qui sont des candidats potentiels, avec évidemment, en sachant que tu vas probablement t'en faire sauter 2 sur les 3, et puis que si tu n'en as même pas un des 3 dans le tiercé, bah, tu perds tout, point barre, quoi. Alors, c'est pas compliqué, le all-in, donc tout mettre dans une monnaie, c'est interdit par la loi Langue de Geek de janvier. J'espère bien, oui. Mais même le all-in sur 3-4 actifs, ça reste des paris hautement risqués, quoi. Ah ouais, ouais. C'est comme Mais le tu- trade après minuit et le 7 décembre de Ouais, François. après minuit alcoolisé chez un pote, ouais. Je ne trade plus. Aïe, aïe, aïe. Moi, je voudrais qu'on discute de l'EOS qui a beaucoup fait parler le mois dernier, qui rentre sur le mainnet le 2 juin, je crois. Léo, ça, Non ça mais arrive dans pas longtemps, là. alors non mais attends, on parle shitcoin, tu parles pas de l'OS quoi, Qui est mec. monté sur le Ouais, non, 21, on a parlé 21 d'IOTA. $. Donc ça. Ouais. Et, Ah, l'OS pour moi c'est l'Ethereum killer. qu'est-ce qui va advenir là de Ah, ce c'est pas le de ce même gros projet non monstre plus que Ethereum, mais ouais. Ah mais il peut faire la même chose. C'est Et ça ouais, qui c'est un peu comme le système d'exploitation, et puis Ethereum, c'est un peu comme les applications décentralisées. voilà. Mais tu peux faire les deux avec EOS et c'est ça qui est C'est génial. vrai. Et ouais, c'est une force de frappe. Pour ça que toi, quand on parle avec Ethereum, va peut-être faire un flipping avec BTC, c'est pas la même chose, quoi. Ethereum, il peut vite être dépassé par EOS comme on parle ici, quoi. En fait, Ethereum a pas mal de concurrents, EOS, Neo, Qtum par exemple. Mais l'Ethereum a aussi déjà l'ancienneté, il a déjà été éprouvé, connaît déjà ses points faibles qui vont être améliorés. OS, on connaît rien, Neo, il n'a pas encore été assez éprouvé, Qtum pareil. Donc en fait, Ethereum, c'est plutôt historique. Il y a, il y Oui, a c'est sûr, c'est les premiers qui sont leaders de toute façon, voilà. comme sur tous les Et puis, il y a, marchés. il y a aussi quand même une personnalité à sa tête qui est hyper charismatique avec ses t-shirts moches. Vitalik Buterin, je suis désolé, mais ça reste hyper charismatique. Et C'est j'ai génial. ce t-shirt chat qui est magnifique. Ouais, enfin, Vitalik Buterin, ça reste sans doute une icône, mais Mais je ce- préfère ce- en fait, Canon, quoi. ça l'est, ça l'est clairement. Mais c'est vrai que ces t-shirts, euh, moi, ils m'ont toujours ému. Beaucoup. Tout le temps. Ah ouais, non, mais clairement. Quand je le vois en conférence devant plusieurs centaines, peut-être même milliers de personnes, avec un t-shirt, mais je dirais Steve Jobs, à l'époque, quand il était jeune, avait les mêmes t-shirts quand il se pointait devant des fonds d'investissement. Pour la petite Ouais, mais Steve anecdote, Jobs se l'avait pas en plus. ouais,
Non, mais c'est vrai. Non, mais en plus, c'est vrai, c'est ça. Ouais, mais est-ce que la légende ne dit pas si Vitalik se lave ou pas? C'est vrai. Je me suis pas renseigné. On lira sa biographie prochaine. Bon, allez, il y a personne pour nous citer un shitcoin là? Oui, parce que Ouais. là, on parle que des coins de Ah, les qualité. gars, Ethereum classique, qu'est-ce qu'on en pense? Lol. Mais qui C'est ferme l'outil, Ethereum, quoi. mais en mieux. Ah, Ah non, non, attention, comme je dis en Bitcoin mieux, Cash, non. hein. Il y a Comme eu un Bitcoin blanc. Cash à ce moment-là. Non, c'est un peu comme si je disais que Bitcoin Cash était the real Bitcoin, tu vois. Non, c'est faux. Mais non, il y a des raisons d'exister parce qu'en fait, ils gomment certains défauts d'Ethereum qu'Ethereum gomme après. Tu vois, c'est un peu comme Bitcoin et Litecoin, en fait. Et quelque part, c'est pas mal. C'est une bonne dualité. Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien. Et je pense que l'Ethereum classique restera là tant qu'Ethereum sera là. Il n'y a pas de Oui, souci. Par contre, c'est en sûr. termes de valeur et tout ça, là, je pourrais même pas, je vous projette même pas. Déjà, j'en ai pas. Et puis, au-delà de ça, je sais pas. L'Ethereum classique, il n'y a pas assez de com, il n'y a pas assez de dev, et ça reste une équipe restreinte. Et voilà, quoi. C'est assez chiant d'analyser tout ça, quoi. Pour un autre shitcoin, c'est assez particulier, sujet assez tendu, je pense, l'USDT, le Tether. Alors c'est un bon débat qui s'annonce là. C'est un mal nécessaire. Parce que là, on a Seba qui pose une très bonne question, enfin une question assez particulière, je pense que vous pouvez tous la lire en même temps. C'est pour les cryptos, que pensez-vous de Tether et DOS liés à Bitfinex? Parce que le plus gros volume se fait en USDT avec la paire EOS-USDT. Si Moi, je Bitfinex applique des Tether, vais juste vous donner une petite réponse de trader. Il faut se bien d'accord, je ne sais pas du tout de quoi je parle, mais je creuse toujours, enfin je creuse, moi je regarde la surface. Moi, la première fois où j'ai entendu parler de ce truc, le ressenti que j'en ai eu en tant que trader, ça sentait la grosse fumisterie. Donc, moi je dis, le Tether, voilà, encore une fois, je n'ai pas creusé sous la surface, mais le peu que j'en ai vu, c'est typiquement le genre de truc, moi, que j'efface direct. En même temps, comment tu veux trader le Tether alors qu'il y a tout le temps $1? Non, non, je plaisante, ouais mais Non, non, mais je- de ce que j'en ai vu, c'est-à-dire que du coup, tout ce qui est indexé Tether, tu vas te faire baiser si un jour ça marche mal, quoi. c'est vrai que Sachant qu'il y a de Et plus quand en j'ai vu plus, qu'il y avait des doutes, je me suis dit, moi, il y a des doutes, il y a clairement une manipulation de marché, c'est un truc qui finira par mal tourner un jour ou l'autre, et je veux pas être dedans quand ça va mal tourner. sur Binance, maintenant, tu as la paire Neo, ETH, ADA, Ripple, LTC, BCC et Qtum directement au Tether. Et on peut même trouver sur 3 exchanges le IOTA couplé sur le Tether. Mais Ouais. c'est ça que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, et ben j'ai encore soulevé la polémique tout à l'heure avec quelques collègues sur le Discord. Euh, Aujourd'hui, on a l'USDT qui est là, qui est présent sur le marché depuis un moment. Alors certes, il y a certainement eu des manipulations de marché parce que quand on voyait des millions de Tethers imprimés d'un coup, qu'ils apparaissaient comme par magie, est-ce qu'ils étaient réellement rentrés dans les caisses? Pour l'instant, restons, je pense, pragmatiques. Il y a énormément de FUD dessus. Est-ce que ce FUD est confirmé ou non? On ne peut même pas le savoir. Normalement, ils sont censés, entre guillemets, backer un USDT pour $1. Oui, Où bon, est-ce... attends, moi quand Mais même, si tu veux, j'ai ils une ont eu un notion toute organisme qui con. allait faire Oui, oui, un audit et ils ont viré l'audit parce qu'ils regardaient dans les caisses. Donc, si tu Voilà, regardais, moi je te c'est dis, très quand il y a Voilà, un clairement. doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ça, Voilà, c'est et très quand bien il y a dit, des Philippe. questions, c'est qu'il y a toujours un tourloupe derrière. Après, c'est toujours pareil. Ce genre de manipulation, et encore, je parle d'un truc, je ne sais pas du tout. Ce genre de manipulation, ça finit toujours par arriver, par sortir. Et quand ça sort, bah, évidemment, c'est la catastrophe. Et puis voilà, alors que tout le monde le savait. Enfin, tout le monde s'en doutait. Et encore une fois, quand il y a un doute dans les marchés avec du pognon, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ouais. Surtout que le Tether, c'est quand même un gros problème parce qu'aujourd'hui, on l'a hissé, malheureusement, on l'a hissé au rang de stablecoin numéro 1. L'USDT, sa valeur d'USD, $1 pour un USDT. Enfin, c'est vrai que d'un certain sens, ça peut être dangereux, sachant qu'au final, est-ce que moi, petit Quentin, je vais acheter mon Bitcoin avec 8380 $, quelque chose comme ça. Bonjour, je m'appelle Tether Unlimited. Moi, j'achète un Bitcoin avec les USDT que je viens de produire. Voilà, bonjour. Exactement un peu comme Mais voilà, non, mais la t'as fête tout qui fait dit. le rachat Voilà, d'actifs. moi pour ça, c'est vraiment, c'est en gros, c'est tellement énorme que tu te dis comment ça peut passer un Ah bah truc. plus c'est gros, plus ça passe. Et Voilà, et puis là, et tu te BitConnect est dis, mais passé. un truc, voilà, mais un truc comme ça, mais exactement, mais ça, un jour ou l'autre, ça va tomber.
Et quand ça va tomber, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là sur la market cap de Bitcoin? Il y a une partie qui n'existe pas, en fait, et qui va partir en fumée. Enfin, ça, ou peu importe où elle se sera répartie. Mais il faut bien être conscient que quand tu as un truc comme ça, c'est tellement gros que s'il y a un doute, de toute façon, d'une, tu n'y mets même pas les pieds. Parce que quand il y a un doute, tu prends un risque énorme. Et prendre un risque, c'est stupide. Surtout quand tu as un équivalent derrière dollar backé, où là, tu ne te poses pas de questions, quoi. Et, enfin, moi, je ne comprends pas l'intérêt du truc, si ce n'est de manipuler un marché. Donc, à partir de là, c'est qu'une question de temps avant que ça tombe. Après, en fait, j'ai Ouais. une question peut-être stupide, mais sachant que l'euro, une bonne partie de l'euro est virtuelle, il n'est pas palpable sur des billets. Quel est le problème que le Tether soit pas indexé sur un vrai dollar sur chaque Tether? Mais c'est le mécanisme derrière, si tu veux, encore une fois, Bah, le mécanisme est qui est ancré potentiellement dans de la 1 tête. pour 10. L'euro, pour le faire disparaître demain, il faut que tu proposes une alternative et il faut que tu proposes un taux de change fixe, sinon les gens te couperont la tête. Parce qu'ils ont stocké toute leur vie dans cette valeur-là, tu ne peux pas leur dire demain, mais les euros ne valent plus rien. Sinon, je te dis, ils vont tout brûler. Parce que la monnaie, c'est un rapport de confiance. Et même si on peut avoir un cataclysme monétaire, ça ne se fera pas non plus du jour au lendemain. Et dans la tête des gens, il faudra quand même qu'il y ait des mécanismes de sécurité. Tu ne peux pas leur dire demain, vos euros ne valent plus rien, démerdez-vous pour acheter la crypto-monnaie qui sera devenue référence. Ça ne pourra jamais fonctionner comme ça. Bonjour, Tout le monde je s'entretuerait. Bonjour, je m'appelle Venezuela, victime d'hyperinflation. Moi, je marche au poids du billet, même plus en valeur numérique. Voilà. Bonjour, je m'appelle Monsieur Deutschmark. Je l'ai mis à l'envers à tout le monde avant la Seconde Guerre mondiale. On n'est Ouais, mais si vraiment tu veux, pas à voilà, l'abri. des trucs comme ça dans l'histoire monétaire, il y en a eu. Rien n'empêche qu'on bientôt. Ça ne me choquerait pas, encore une fois. Mais est-ce que pour l'instant, tu vas tête baissée? Moi, je ne pense pas non plus, quoi. Ça me semble encore un peu trop risqué de se dire, et comme on disait tout à l'heure, on va vers le cataclysme pour imposer un changement radical. Moi, j'aimerais pas. En tout cas, honnêtement, franchement, c'est pas ce que je souhaite à mon gamin déjà, tu vois. Euh, et Non. Il y avait, je pense qu'on peut l'appeler vraiment sous ce nom-là, la prophétie. J'essaierai de vous. Ouais, mais là, on passe vraiment sur un mode boule de cristal. Si tu veux une émission saine qui parle de trading et d'investissement rationnel, là, on est franchement en train de quitter le Ah seuil bah d'intérêt, attends, quoi. Non, 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 attends, mais, non, mais écoute-moi justement, bien, je viens de trouver un shitcoin là, tu m'en diras des nouvelles. Est-ce que t'es prêt? vas-y. Attention. Ça s'appelle Landocoin. Bah tiens, d'ailleurs, je vais copier le lien. Alors, Landocoin, en gros, derrière, il n'y a pas de projet, mais si ce n'est que tu as un stake compris entre 5000 5000%, et 1000. 20 000% par an. Vas-y, all-in. Ah, ça a l'air pas mal, ça, franchement. Non, mais alors, ça a l'air pas mal, mais sur des coins comme ça, moi, en général, ce que je fais, ce que je conseille, c'est que je prends une petite somme, 20 balles, d'accord? Je les prends, je les stake. C'est Et un puis, bon. et puis, au fur et à mesure, je les revends, d'accord? Jusqu'à temps de récupérer ma mise, mais en gain, tu vois. Et puis après, bah, je le laisse tourner un petit peu. Mais Puis de temps en t'as temps, pas de j'en respect sors. des cryptos? Comment ça Et se j'en passe? sors. Non, mais c'est pas ça, c'est que de temps en temps, j'en sors, tu vois. Et ben, c'est Ah, con à dire. Non, non, mais c'est con à dire. Mais ça te fait un petit surplus qui te permet de réinvestir dans des vrais coins. et, on a aussi Xélion qui vient de le proposer. Je pense qu'il a Ah 200 ouais, le par... sprout. Mais non, mais le Le sprout. Mais non, Sprout. mais rien que le nom. Rien que Et, le nom. et Un aussi, shitcoin, donc un coin de merde, et tu parles du sprout. Rien que le nom, quoi. et En même temps, n'oublions pas le c'est- Sprout extrême. en même temps, c'est une gamme de PC, hein, les HP Sprout. Je vous assure. Tapez sur Google, vous avez le HP Sprout et c'est des all-in-one professionnels. Et Ça alors, coûte super cher. le sprout, d'ailleurs, si je me rappelle bien, c'est 2% par jour. Ah ouais, quand même. Bah oui, mais c'est de la création de valeur. Tu vois, et c'est ça qui est assez Mais ça, intéressant. c'est ce qu'on appelle un Non. Ponzi. Hein. Ouais, Voilà. Enfin, création de shitty valeur. Peut-être. Ah oui, ah non, la valeur, tu la considères comme de la merde ou pas? On est bien d'accord. Mais clairement, c'est dire, quand tu arrives, ne serait-ce que tu mets 20 balles, 2 semaines après, tu en sors 30, bah voilà, tu as 10 balles de plus. Bon, allez, maintenant, j'ai parlé, tu mets 1000 balles, tu en récupères 2000 au bout de 10 jours, bah, tu es bien content de pouvoir réinvestir dans des vrais coins, tu vois. Et au final, les shitcoins, tu te rends compte que même s'ils servent à rien, d'accord, en tant que tel, sur la technologie, eh ben,
ils te permettent quand même d'accéder à plus de richesses pour acheter d'autres cryptos plus viables en fait. Ouais, mais c'est trash quand même ce que tu racontes. Parce qu'au final, Ouais. quand tu es sur des trucs. Moi, j'ai une devise, tu vois, c'est-à-dire que j'ai quand même une conscience dans ce que je fais et je suis pas franchement quelqu'un de très ultra capitaliste dans mon fondement personnel. Mais si tu veux, moi, je pars du principe que je veux jamais savoir à qui je pique le pognon. Euh, Là, Ah, franchement, donc c'est tu limite admets si que tu piques du pognon déjà. Ah, bah, à partir du évidemment, moment où tu es dans quand les tu gagnes, cryptos, quelqu'un forcément. perd. C'est stupide de penser autrement. Mais justement, Mais là non, quand je te parle de stake, c'est-à-dire que c'est comme un livret A. Toi, ton livret A, tu mets des sous dedans, ça te génère des intérêts, tu piques le pognon non, à mais personne. me prends pas pour un imbécile. Je connais quand même la logique de Ponzi. Le jour où ça s'écroule, ils perdent tout et c'est justement sur ceux-là que toi tu récupères ta valeur. C'est juste que tu es dans un Ponzi et que tu sors avant que ça s'écroule. Mais il y aura forcément des mecs qui vont se faire baiser et c'est à eux que tu as pris leur pognon. Et quand tu sais que vous êtes 150 à investir sur un machin, c'est limite si tu connais le nom de celui à qui tu vas piquer du pognon. Moi je trouve ça dangereux. Enfin, dangereux. En tout cas, moi, dans mon fondement perso, c'est pas possible. Tu vois, je peux pas. Là, tu peux, comme je dis, tu peux limite mettre un nom sur le mec que tu as niqué derrière, quoi. Ben, en fait, le truc, c'est que quand tu es suffisamment éthique par rapport au stake, tu vois, moi, par exemple, comme je te dis, je mets 20 balles, je récupère mes 20 balles, après, je laisse un peu tourner. Si ça se casse la gueule, j'ai récupéré ma mise, tu vois, et c'est tout. Et ben, c'est pas grave, j'ai perdu, quoi, tu vois. Oui, mais tu es bien d'accord que c'est un système de Ponzi, c'est-à-dire que mais tu n'arrives pas à vendre des imbéciles, on fait la même chose pas plus haut. Mais en fait, en fait, je rentre dans un Ponzi parce que les vrais qui font le Ponzi, c'est surtout les développeurs de ce genre de coin. Ah non, mais ça tout à fait, attention, je Tu t'ai vois. pas dit le contraire, je te dis juste, voilà, moi dans la mécanique, je trouve ça un peu malsain de Non, c'est- rentrer dans un c'est tout les petit premiers. Ponzi, quoi. Ouais, ouais, quelque part, la définition de Ponzi, ouais, c'est vrai que comme ça, c'est pas, ben, j'allais dire c'est pas mal. Disons que c'est un peu représentatif des shitcoins, tu vois. Bah, Et c'est encore, du pur Ponzi, enfin, c'est clair et net. Ces trucs-là finiront à zéro et tous ceux qui ont pris leur valeur avant, bah, et malheureusement, c'est eux et qui les ben, tu poseront vois, j'ai un pour les autres. contre-exemple. Et Manu pourra t'en parler parce que tout à l'heure, en début d'émission, je parlais du diverse en shitcoin. Le Manu, ton diverse, clavier. comment? Manu, ton clavier. Ouais, Manu, Ah, ton pardon. clavier. Pardon. Ouais, ouais. Arrête de taper, écoute un peu. Et en gros, tu vois, le diverse, le mec qui s'est barré avec la caisse, et ben les gars, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un fork. Il y a la communauté qui a fait un fork. Donc on a pu récupérer de la valeur. Et Ouais, ça, la mais- blockchain le permet. Mais, Non, mais attends, mais attends, comment tu peux me mais- sortir un truc comme ça non, dans c'est- la c'est- logique financière, c'est impossible. Tu peux pas créer de la valeur pour rembourser les gens alors que vous êtes juste fait niquer. Dans la Bah. logique financière. Moi, je te parle d'une logique technologique. Ouais, bah, faudra que tu m'expliques parce que soit je suis con et j'ai rien compris à la blockchain, soit pour moi, c'est pas possible. Tu peux Un pas exemple créer tout de la bête, valeur. quand il y a eu le fork Bitcoin Cash, quand par exemple tu avais du Bitcoin sur Bitrex, tu récupérais la même somme en Bitcoin Cash. Donc tu avais de la free money quoi, qui rentrait, simplement. Alors, est-ce que je pense que le terme. Ah bah, ça va mal finir ce truc-là. C'est encore une fois, il y a de l'argent qui n'existe Alors, pas et y- quand les gens veulent récupérer la valeur du monde, c'est Je- ce qu'on appelle un schéma de Ponzi, quoi. Je pense qu'il faut changer un terme. Et par exemple, qui est très. Je pense que c'est vraiment le cas de le dire, le fork BTC, BTC Cash. Euh, il n'y a pas eu création de valeur. On n'a pas créé de la valeur et on l'a donnée. Enfin, vraiment en ultra basique. Si, parce qu'au final, on a donné. Mais c'est juste les gens, la quasi-totalité des gens qui sont dans la crypto, lui ont donné une valeur, ce qui a permis, entre guillemets, que certaines personnes ressortent. Voilà. Mais par exemple, enfin, le Bcash qui était quoi, à peu près 1000 $, quelque chose comme ça, enfin, je me trompe pas. Il me semble, ouais, il me semble pas. Il n'y a pas eu réellement de valeur qui a été créée, dans le sens où juste les gens l'ont acheté à tel prix, et du coup tous les autres coins ont ce prix-là. Mais si tout le monde en retire, enfin si tout le monde commence à vendre, sachant qu'en plus les marchés crypto sont très peu liquides, comparé à ce qu'on pourrait avoir dans le monde classique, est-ce que c'est réellement de la création de valeur ou de Bon, enfin, la... en gros, Voilà, quoi. CQFD, Ponzi, point barre. C'est comme ça qu'on définit un Oui, mais marché en dans Ponzi. ces cas-là, je te dirais, tu vois, moi L'économie par réelle exemple, mon aussi est un premier Ponzi. BCH, mon premier BCH, je l'ai acheté à l'époque parce que c'est un pote qui m'a dit, écoute, prends-en, parce qu'il n'est pas cher. Ah, effectivement, il est à 300 balles. Là, actuellement, il y a 1002, d'accord? Le fait que je suis arrivé avant, je pourrais dire que j'ai fait un Ponzi, parce que quelque part, quand je revends 1002, je prends de l'argent aux autres aussi.
Non, non, attends. Ah, La après, différence d'un Ponzi, c'est que le marché le terme de Ponzi, de liquidité, ça peut rester un Ponzi, mais si tu veux, y participer dans ce cas-là, c'est beaucoup moins risqué que de participer à un petit Ponzi liquide. Parce que là, effectivement, il faut comprendre le schéma de Ponzi, il s'effondre comment? Parce qu'au bout d'un moment, le modèle de confiance s'effrite de lui-même et quand les gens veulent retirer, on se rend compte qu'il n'y a plus assez. C'est juste qu'on a créé de la valeur qui n'existait pas et quand on se dit, c'est la connerie de ne pas faire le lien entre, enfin, de pas être capable de faire le lien entre le prix et la valeur. Moi, j'insiste souvent pour que les gens comprennent ça, c'est qu'avant qu'une chose elle ait de la valeur, il faut que son prix se soit maintenu longtemps. Et en général, ce qu'on appelle la valeur, c'est même typiquement en trading, c'est ce qu'on appelle la moyenne de 200 jours. C'est-à-dire que si un truc n'a pas déjà 200 jours d'historique, il n'a pas de valeur. Donc, quand tu me parles d'un Ponzi, d'un truc qui faisait des x20, x3 en 15 jours, pour moi, c'est un truc, c'est juste un Ponzi en Ouais. puissance, quoi. Alors, maintenant, je tiens quand même à rectifier quelque chose. Moi, on m'a demandé de parler de shitcoin. Oui, c'est D'accord. vrai. Depuis tout à l'heure, on parle de shitcoin. Ah, moi, par les exemple, amis, oui. je vous propose de reprendre ce débat peut-être une prochaine fois, ou avec nos auditeurs s'ils Ah veulent ouais, une V2, continuer. allez, vas-y. Alors peut-être une V2, bah, ce sera avec grand plaisir. Est-ce que vous avez juste quelque chose à dire d'assez important avant de clôturer? Je vous aime. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo de Flo sur les cryptos découvertes de Bitcoin Talk, hein, le forum mondial bien connu où Flo navigue et découvre ces petits shitcoins. Donc, il vous a quand même sélectionné 3 dans lesquels il défend les valeurs techniques dessus et pas Alors là, simplement justement, c'est pas du shitcoin le pour le coup, Ponzi. mais Donc, clairement, du futur coin de qualité, mais qui pour l'instant, on est au stade, alors pas ICO, mais peut-être même pas référencé sur CoinMarketCap. Et donc, on a fait comme ça un top 3 Anonymous et un top 3 crypto découverte sur la chaîne que je vous invite à venir voir. Tout ça, c'est sur ta chaîne, Langue de Geek, c'est ça? Voilà, vous tapez Langue de Geek sur YouTube, a priori, ça doit être en premier. Et puis la semaine prochaine, j'envoie une grosse vidéo vulgarisation sur le lexique crypto où on va expliquer. C'est une infographie qui a pas mal fait le tour des réseaux sociaux où on voyait un petit peu le FUD, le FOMO, le fiat, comme ça, sur une grosse infographie qui a tourné sur Twitter. Donc, on a pris cette infographie, on l'a découpée, on l'a tournée en 2 fois 15 minutes, grosso modo. Et je l'ai énormément illustrée avec un petit peu d'humour et un petit peu de délire. Et donc, je vais la balancer en 2 parties les 2 prochaines semaines. Eh ben dans ces cas-là, je pense qu'on ira faire, on a fait un petit tour sur ça. Phil, Jean-Luc, Baptiste, un mot de la fin? Ce coup-ci, c'est voilà, je croise les bras, c'est pas moi qui le fais. Allez, À la semaine prochaine. Ah bah c'est ça. Ah. Tout a été dit, Tous je pense, hein. des bons trades et de belles plus-values. ah bah c'est la Ah, meilleure chose qu'on puisse allez. souhaiter. et un IOTA qui pump x5. Comme le 7 décembre. Ah, ouais, il a pump x5 le IOTA. Bon, sur ces belles paroles, il est vraiment temps de se quitter. Merci à tout le monde de nous avoir suivis, c'était super sympa. Merci à Flo et Manu de Eh ben, Langue merci de à Geek. vous. Ah bah, Ouais, c'était clairement. un C'était Merci un beaucoup grand pour plaisir, plaisir. un plaisir de vous avoir, hein. Merci à vous. Eh ben au top. Et ben écoutez, à la semaine prochaine de 21h à 22h30 dans le Trading Point. On vous y retrouvera avec grand plaisir. Allez, Ciao. ciao, bye bye. Salut. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous et bon trade.